1er siècle européen. Donc étudiants aussi, il y a des étudiants du master de recherche aussi. Oui, il y en a au moins 2. Voilà, qui sont venus avec nous partager cet après-midi. Et puis aussi, voilà, Michel Baudin, qui est venu aussi de Dole, qui était intervenu un peu plus tôt aussi dans le cadre du master. Voilà, merci à tous d'être là. Donc cet après-midi, nous accueillons la professeure Raphaëlle Branche, qui vient partager avec nous cet après-midi ses expériences de recherche, ses sujets de recherche, ses préoccupations de recherche, son travail en archives, voilà, pour permettre à vous, futurs professionnels des archives, de prendre connaissance un petit peu du quotidien, des difficultés aussi de la recherche par rapport à des sujets contemporains qui peuvent être parfois très polémiques. Et Dieu sait que la guerre d'Algérie est encore un sujet qui est polémique et qui occupe l'espace public. Donc voilà, c'est une intervention sous le mode de la rencontre. Donc voilà, Raphaël Branche nous parlera tout à l'heure de son parcours de chercheur. Mais avant de commencer, donc, je vais céder la parole à Emmanuel, donc, qui a préparé une petite présentation donc, de l'intervenante de cet après-midi. Bonjour. Alors, agrégé d'histoire, vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Paris-Nanterre, après avoir enseigné de 2005 à 2014 à l'Université Paris-Panthéon-Sorbonne, puis à l'Université de Rouen. Vous êtes également membre de l'Institut des sciences sociales et politiques et associé à l'Institut d'histoire du temps présent. Vous êtes une spécialiste reconnue des violences en situation coloniale, en particulier pour ce qui concerne la guerre d'Algérie. Ancienne élève de l'École normale supérieure de Fautet-Saint-Cloud, sous la direction de Jean-François Sylvani, vous avez soutenu en 2000 une thèse de doctorat intitulée « L'armée et la torture pendant la guerre d'Algérie, les soldats, leurs chefs et les violences illégales ». Parmi le jury figurait Pierre Vidal-Naquet, lequel avait lui-même traité de ce sujet que l'on qualifiait, dans son euphémisme, de sensible livre, notamment en écrivant au sujet de l'affaire Maurice Audin, ce mathématicien adhérent du Parti communiste disparu pendant la guerre d'Algérie. Alors l'historien, dans un article de Libération du 22 décembre 2000, déclare, je le cite, « La thèse de Raphaël Branche sur la torture de l'armée dévoile comme jamais la face cachée de l'État. » Or, si vous êtes parvenu à montrer cette face cachée de l'État, c'est grâce à un travail scientifique documenté, c'est parce que vous avez eu non seulement accès à des témoignages d'anciens combattants, à des archives privées, mais aussi grâce à l'octroi d'autorisations dérogatoires aux archives publiques officielles, lesquelles avaient été incommunicables pendant les décennies précédentes. Vous avez en particulier eu accès aux journaux de marche et opération des unités, qui vous ont permis de collecter des informations au plus près du terrain, pour aboutir à démontrer le caractère massif de la pratique de la torture et des exécutions sommaires. De votre thèse, vous avez tiré un livre paru chez Gallimard en 2001, La torture et l'armée pendant la guerre d'Algérie, 1954-1962, ouvrage réédité en 2016 dans la collection Folio, à l'intérieur duquel vous avez pu remettre le nom des acteurs, retirés à l'époque afin de préserver leur anonymat dans le respect de la vie privée. En outre, à l'issue de votre thèse, vous avez déposé à la division des archives orales du service historique des armées une collection d'entretiens menés avec des acteurs de la guerre d'Algérie. Vous nous parlerez peut-être plus tard de l'importance de ces sources disponibles pour la recherche. Votre HDR soutenu en 2010 s'intitulait « Hommes et guerre en situation coloniale ». Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages portant sur la guerre d'Algérie. Nous citons d'abord La guerre d'Algérie, une histoire apaisée, paru en 2005 aux éditions du Seuil, ouvrage de synthèse dans lequel vous consacriez un chapitre à la question de l'accessibilité aux archives et aux problèmes que l'historien est susceptible de rencontrer par rapport aux sources. Vous écriviez, page 154, au sujet du métier d'archiviste qui nous intéresse plus particulièrement. Les archivistes occupent une place de médiateur crucial entre les services producteurs qui peuvent souhaiter que les documents produits ne soient pas communicables immédiatement et les citoyens désireux de consulter ces documents devenus des archives. Un autre ouvrage, Prisonniers du FLN, paru aux éditions Payot en 2014, dans lequel vous intéressiez aux conditions de vie de tous les prisonniers faits par le FLN, que ce soit les Français, les Algériens, les militaires ou les civils. L'embuscade de Palestro, Algérie 1956, Charles Colin en 2010, livre dans lequel, en recueillant des témoignages dans les deux camps, vous rattachiez la violence d'un fait de guerre qui a eu lieu en 1956 à la violence politique pendant la période de colonisation et de répression au XIXe siècle. À partir de ces deux derniers ouvrages mentionnés, vous avez coécrit des documentaires réalisés par Émile Aîné,
l'embuscade de Palestro ayant été sélectionnée pour le prix de meilleur documentaire historique au rendez-vous de l'histoire de Blois en 2012. Vous avez également co-dirigé des ouvrages collectifs. On mentionnera la parution de Viol en temps de guerre aux éditions Payot en 2010. Vous avez été commissaire de l'exposition Paris en guerre d'Algérie, un événement qui s'est déroulé au courant des Cordeliers en 2012-2013. Vous avez été également commissaire d'une exposition intitulée La guerre d'Algérie, histoire commune, mémoire partagée. Une exposition itinérante à but pédagogique puisqu'elle a été présentée dans plus de 150 établissements scolaires à partir de 2017. Elle possède un volet numérique qui montre une grande diversité de témoignages d'acteurs de la guerre. Elle a recueilli un réel succès et a été même présentée à l'Assemblée nationale. Vous occupez également le poste de rédactrice en chef de la revue aux presses de Sciences Po, 20 et 21e siècle revue d'histoire, revue scientifique dans laquelle vous avez co-dirigé avec Julie Legac le numéro spécial de janvier-mars 2019 consacré aux combattants Zirui. Et vous avez été décerné le titre de chevalier de l'ordre des arts et des lettres. Et vous avez été membre du Conseil supérieur des archives. Ça nous intéresse aussi, je pense. Alors, au sujet des archives, justement, qui nous intéresse plus particulièrement, dans une interview donnée au journal Le Monde datée du 16 décembre 2017, vous affirmiez une exigence d'accessibilité aux citoyens de toutes les archives publiques dans le respect des règles de communicabilité. Vous exprimiez une inquiétude à l'égard du sort d'archives suite à l'annonce du ministère de la Culture de réduire le champ d'archivage aux archives essentielles pour les générations futures. Interrogeant la question des choix politiques pour la question des gestions des archives françaises, vous écriviez alors, je vous cite, « La destruction d'un document public est un acte grave et irréversible. Certes, appeler une transparence générale serait sans doute prendre le risque de voir des destructions opérées en amont même de la collecte. Pourtant, il est urgent qu'un débat transparent s'engage sur les critères de sélection des archives afin que demain puisse être écrite une histoire complexe et nuancée de votre présent. » C'est sur ces mots que j'achève cette présentation en vous remerciant d'être parmi nous à Dijon. Je vous laisse la parole pour nous en dire plus sur votre expérience des archives. Merci beaucoup. C'est toujours très étrange ce genre dans ma position, mais merci de ces choix que vous avez faits dans la biographie et qui m'aident à comprendre peut-être un peu mieux votre demande aussi, de voir ce que vous avez choisi. Moi, j'aurais adoré qu'on fasse un tour de table avant pour savoir un peu mieux qui vous étiez, mais c'est comme vous voulez. Bien sûr. Ouais. Je vais commencer. Christophe Lafaille, docteur en histoire et archiviste. Alors je continue. Je crois que ça va aller. Jean Vigreux, professeur d'histoire contemporaine. Je t'en remercie. Adrien Monlaire, j'ai fait un master recherche en histoire romaine et aujourd'hui master archive. Sébastien Leveillé. Moi j'ai fait de la recherche et des tentatives de CAPES aussi. Laurent Garito, j'ai fait un master en histoire, mais j'ai fait mon mémoire en géographie sociale et en Italie. Et donc je suis là. Je suis enseignant au secondaire en histoire-géographie et donc je suis en master pro archive aussi pour l'Europe. Sandy Fichot, donc moi j'ai fait un master de recherche en histoire médiévale et après, avant d'intégrer cette formation, j'ai tenté pendant 2 ans le CAPES de professeur documentaliste. Emmanuel Dumont, je suis agent INRA, je travaille dans une unité de sciences humaines et sociales, un cursus de sociologie. Yassine Tchekmakdi, étudiant en master 2 histoire. Et vous travaillez sur quoi? Sur la guerre d'Algérie, à Dijon, enfin. La guerre d'Algérie à Dijon. Ouais. D'accord. Dans la région. Oui, d'accord. Signé Alexis, j'ai fait une première année en histoire-recherche sur le patrimoine nativement numérique et l'histoire du temps présent. Et là, cette année, je fais un master pour archive et j'aimerais bien m'orienter sur tout ce qui est données personnelles, ce genre de choses. Miguel Allemand, je sors d'un master enseignement où j'ai tenté de faire des histoires géo. J'ai pas réussi, mais du coup, moi qui travaille toujours dans l'histoire, je me dis l'archive c'était pas mal, donc j'essaie de faire un peu de nouveau les archives. J'ai dit ça, j'ai fait un master de recherche l'année dernière en histoire de l'art et archéologie, qui là maintenant je suis en master d'archiviste. Mais j'ai fait un master d'histoire contemporaine à l'Assemblée. Je regarde le film. Oui. Sur quel aspect? Sur la ligne. Sur les combats. J'ai demandé des Ah, secours. d'accord. C'était avec Jean-Noël Luc.
Oui, et en août. Et un autre. Étienne Bruno, j'ai fait un master recherche en histoire contemporaine sur le pèlerinage de Saint-Louis-de-Compostelle. De 1990 Warren Nelson, j'ai fait un master 1 en recherche médiévale. Thibaut Bournet, j'ai fait un master 1 en recherche, en recherche en histoire contemporaine et je suis en master 2 recherche. En master 2 archives. On peut passer de master 1 recherche à master 2 archives. Ah oui, c'est même comme ça. C'était la maquette. C'est même comme ça que ça se fait. Telle que, à l'époque, je l'avais écrite et elle a continué comme ça. Elle peut changer, mais je veux qu'il y ait un master 1 an. C'est ça. Michel Baudin, enseignant retraité, spécialité garde Indochine. Bon, si Jean-Marc Gaudin, enseignant retraité, j'ai repris un master 2, donc en recherche. Je suis ici parce que pour des raisons, je suis officier de réserve, donc la garde d'Algérie, et j'ai mon oncle qui a fait la garde d'Algérie. En tant que En tant qu'appelé. En tant qu'appelé, d'accord. Ok. Eh bien, merci beaucoup. J'aurais dû vous demander dans le tour de table ce qui vous intéressait dans ce que j'avais à vous proposer, mais bon, j'ai mes petites notes que m'a envoyées Christophe Lafaille, donc je vais essayer de m'appuyer sur ça. Effectivement, je lui avais dit que moi, je n'avais pas tellement envie de faire un cours magistral du tout, en fait, et plutôt de réagir à vos questions. Mais c'est toujours un peu compliqué de commencer par juste des questions, donc je vais quand même dire un petit truc pour commencer. Mais l'idée, voilà, c'est que n'hésitez pas à m'interrompre, et puis si ça ne va pas dans le bon sens, ou par rapport à ce que vous attendez, ou ce que vous avez déjà eu avant, puisque j'arrive à la fin de votre formation, donc sans doute que je vais dire des choses évidentes pour vous. En fait, la première chose qui m'est venue, mais ça n'a... Enfin voilà, qui m'est venue en vous écoutant, c'est que, en fait, on travaille aujourd'hui sur Archives sous le régime de la loi de 2008. Et en fait, moi, ma thèse, en tout cas, je ne l'ai pas faite sous ce régime-là. Et je voulais juste le dire pour témoigner de l'histoire. C'est-à-dire que quand on fait sa thèse, quand c'était mon cas dans les années 90, on a la chance d'être après 92, c'est-à-dire après l'expiration du délai trentenaire que fixait la loi de 79 pour les archives publiques. Donc 92, ça m'intéressait parce que je travaillais sur la guerre d'Algérie et que quelle que soit la date du document produit, en fait, c'était 92 qui s'appliquait, parce que c'est le dernier document du carton, mais en fait, c'était pas pour ça, parce que globalement, cette période a été close jusqu'en 92. Donc, j'ai toujours considéré que voilà, c'était une grande chance de pouvoir travailler librement, etc. En réalité, la quasi-totalité des cartons que j'ai vus étaient sous dérogation, puisque en fait, c'était le délai de 60 ans qui s'appliquait, puisque c'était des documents soit protection de la vie privée, soit secret défense, donc enfin, protection de la défense. Donc c'était une thèse sous dérogation, essentiellement sous dérogation. Mais, donc, comme on pourrait la faire aujourd'hui. Sauf que, à l'époque, il y avait au moins 3 choses qui n'existent plus aujourd'hui, donc rendez-vous compte de la chance qu'ont les historiens aujourd'hui. Il n'y avait aucun délai obligatoire pour les services de l'État de réponse. Donc, je ne sais pas si j'aurai la même expérience que moi, mais alors pour l'intérieur en particulier, l'intérieur, c'était entre 9 et 12 mois d'attente pour avoir une réponse. C'était absolument infernal. Enfin, moi, c'était le pire. L'intérieur, c'était vraiment le pire. Après, il y avait la défense, qui n'était pas le pire, c'était juste celui dont j'avais vraiment le plus besoin de mon sujet. Et surtout, voilà, il fallait savoir, ça se disait que l'intérieur, c'était l'enfer. Et puis, quand il répondait, alors qu'aujourd'hui, bon, vous le savez, un refus, enfin une absence de réponse au bout de 2 mois est considérée comme un refus, donc on peut faire quelque chose. À la CADA, on peut avoir le sentiment d'exister, d'avancer, surtout dans la recherche. Et quand tu as dirigé des travaux, en l'occurrence des travaux de master, c'était impossible en fait. Parce que comme vous avez un an d'attente, vous ne pouvez pas lancer un étudiant en lui disant ben, revenez quand votre master sera fini. Quoi. Donc ça, c'était quand même drôlement mieux, hein, cette imposition d'un délai légal pour la réponse, ou de considérer que l'absence de réponse est un refus, même si pour les archivistes, ça fait une pression absolument dingue. Voilà. Ce qui fait que dans la pratique, moi, mes élèves, je leur dis, au bout de 3 mois, pas au bout de 2, réagissez. Inquiétez-vous, écrivez à la CADA, parce que voilà. Bon, puis surtout, adressez-vous aux archivistes en leur demandant pourquoi ça n'arrive pas, avant de saisir la CADA. L'autre élément
les conditions de travailler sous dérogation avant la loi de 2008, c'était que les dérogations étaient pour un temps limité. Donc on avait des dérogations qui étaient valables 6 mois. Ce qui était assez compliqué, parce que il fallait s'organiser pour voir les documents dans... Alors on ne savait pas quand on aurait la réponse, puis quand on l'avait, c'était pour 6 mois. 6 mois de tête. Donc il y avait des délais inférieurs, supérieurs, certainement pas. Et puis, vous voyez bien le problème, c'est que quand vous vous lancez dans un travail de longue haleine qui dure plusieurs années, vous voyez un document, je sais pas, en février 1997, et puis vous avez envie de le revoir en février 1999, sauf que là, la dérogation, il faut la refaire, en fait. Donc c'était particulièrement infernal aussi pour ça, parce qu'il y avait une espèce de stress d'avoir bien vu l'ensemble du document, d'avoir bien compris, parce qu'après, c'était un coup. Vous ne pouviez pas, enfin, vous aviez 6 mois pour y revenir, mais c'est tout. Donc c'était des conditions de travail pour ça qui étaient un peu moins confortables, et qui, je pense, ont amené à des choix, c'est-à-dire se dire, bon, bah tant pis, j'y retourne pas, parce que je ne demande pas la dérogation, parce que ça va encore mettre 6 mois. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, bon, plutôt, parce que la dérogation, elle est acquise. Donc ça, c'est quand même un grand bonheur. Et le troisième élément auquel je pense qui a radicalement changé, c'est l'interdiction de photographier et de photocopier. Toutes les dérogations, tous les documents que j'ai vus moi, il n'y en a aucun que j'ai pu copier. Recopier, photocopier, je veux dire, photocopier ou photographier, puisque avec la dérogation, il y avait 2 contraintes, il y avait la préservation de l'anonymat et il y avait l'interdiction de photographier, enfin à l'époque de photocopier. Ça aussi, ça fait une grosse différence, évidemment, sur la manière de travailler en archive. Résultat, on passait beaucoup plus de temps en archive, parce que concrètement, on recopiait les documents à la main. Alors, à mon époque, sur ordinateur, d'autres chercheurs le faisaient à la main. Mais enfin, globalement, c'est quand même un peu plus long que d'appuyer sur un bouton d'appareil photo. Mais en même temps, on a plus le temps de digérer l'archive. Enfin, bref, on peut discuter des avantages comparés de l'usage de l'appareil photo en archive, si vous voulez d'ailleurs. Mais donc là, c'est quand même 3 grosses différences qui fait qu'en fait, vraiment les conditions de travail et donc le métier de chercheur a quand même beaucoup évolué de ce fait. La durée d'instruction des dérogations, c'est vraiment très important, les changements que ça a produit dans la pratique, et surtout le fait que ce soit acquis pour toute la vie. Ça, c'est vraiment un énorme changement. La photographie, le droit de photocopier, je suis moins à 100%, j'ai trouvé ça absolument fantastique. Je trouvais que c'était bien de prendre des notes. Moi, je prends toujours des notes, en fait, aujourd'hui. Dans mes documents d'archives, je photographie le moins possible. Mais bon. Donc voilà, ça, en vous écoutant, je me suis dit, ah oui, c'est vrai, je travaillais à une autre époque. Voilà. Donc depuis 2008, effectivement, je travaille dans notre époque, et effectivement, il y a plein de choses beaucoup plus agréables. Les inventaires aussi ont beaucoup progressé. De fait, moi je me souviens qu'à l'intérieur, donc il n'y avait pas d'inventaire pour les archives de l'intérieur. Alors l'intérieur, pour dire vite, moi je cherchais à la fois, au début je savais pas ce que je cherchais, donc je cherchais un peu partout, des archives de la TST, des archives DRG, etc. Donc il fallait aller au ministère, parce qu'il y a un archiviste au ministère, en fait un missionnaire des archives nationales qui se trouve au ministère. C'était François Justiniani à l'époque, et voilà, on a fait une espèce de petit entretien. Après, il vous laissait seul dans une salle. C'était un peu étrange comme initiation. Et si vous étiez, je sais pas quoi, adoubé, il vous apportait un inventaire. Un inventaire. Vous ne savez pas lequel, vous ne savez pas trop de quoi, vous ne savez pas ce que c'était. C'était vraiment bizarre. Heureusement, je n'ai pas trop travaillé sur les archives de l'intérieur. Bref. Pourquoi je n'ai pas trop travaillé sur les archives de l'intérieur? Parce qu'en fait, j'ai travaillé sur l'Algérie. Et que l'Algérie, en fait, dépendait du ministère de l'Intérieur, en théorie. Mais en fait, pendant la guerre, pas vraiment. Enfin, pendant la guerre, à part les premières années, à part en 1955, où la question de la police a du sens, c'est la police, et c'est Paris qui s'y intéresse, même s'il y a une police différente en Algérie. Après j'ai travaillé sur l'armée, et donc j'ai pas eu besoin des archives de l'intérieur, j'ai surtout eu besoin des archives militaires. Et donc, pour réagir peut-être sur ce que vous avez dit tout à l'heure sur les archives auxquelles j'ai eu accès, pour ma thèse, donc j'ai commencé à la faire en 97, et avec ce titre-là qui était les violences illégales de l'armée. Parce que le sujet qui était le mien, c'était le rapport entre droit et guerre. Enfin, mon intérêt, c'était plutôt État, enfin droit et guerre en démocratie, droit et guerre dans notre République. Et donc, je voulais comprendre le statut, en fait, de ce que les soldats qui étaient désappelés, qui n'étaient pas des militaires professionnels et qui ne faisaient pas la guerre, avaient eu le droit de faire, tout simplement.
voilà. Donc c'était autour de ça, une réflexion autour de ça, de cette question de la légalité, et puis en fait très vite de la question de la légitimité, en temps de on ne sait pas bien quoi, justement, en temps de pas clair en termes de droit. Et de fait, ça évolue entre de l'état d'urgence aux pouvoirs spéciaux, etc. Il y a des évolutions dans les autorisations, qui ne sont pas des lois, mais qui cadrent plus ou moins les pratiques. Donc c'était ça le sujet. Le mot torture n'était pas dans mon sujet de thèse. La torture m'y a amené, puisque j'ai découvert l'existence de la torture au lycée. Enfin, le fait que l'armée française avait torturé, c'était une découverte pour moi. Et quand j'ai fait ma thèse, voilà, quand j'ai commencé ma recherche, je partais de cette chose qui se savait. Mais en fait, on savait beaucoup moins le reste, on savait beaucoup moins les autres violences illégales. En fait, j'ai aussi exploré en thèse, et la première d'entre elles, c'est les exécutions sommaires. Ça, c'était vraiment pour moi le grand choc de comprendre le caractère extrêmement massif des exécutions sommaires pendant la guerre, massif notamment parce qu'elles sont légalisées, à la différence de la torture. Mais il y a aussi les viols, il y a aussi le napalm, il y a aussi l'utilisation des armes interdites. Enfin, donc, en fait, c'était un champ beaucoup plus large que la torture, et je voulais comprendre l'ensemble du contexte dans lequel s'insérait la torture, effectivement. Et puis l'intérêt aussi de ne pas mettre torture en avant, c'était que torture, ce mot fait peur. Enfin, le mot est un espèce de chiffon rouge pour un certain nombre de personnes, et en particulier au sein du ministère de la Défense. Torture et armée, les deux ensemble, torture et armée française ensemble. Et donc on m'avait dit, soyez discrète sur votre sujet. En fait, on m'avait même dit, ça ne marchera jamais, vous n'y arriverez jamais, personne ne vous donnera jamais rien. On m'avait donné plein de conseils sympathiques pour me dissuader. Et il y en a un que j'ai suivi et je regrette toujours, je crois. Il y a un conseil sympathique qu'on m'avait donné qui était dans mes demandes de dérogation, de ne jamais demander de carton où il était indiqué qu'il y aurait des photographies dedans. Parce qu'en fait, dans l'inventaire des archives de la Défense, quand il y avait des photographies, c'était indiqué. Donc on m'avait dit, on vous les refusera systématiquement, donc ne les demandez pas. Et comme j'étais dans une gestion de l'économie dans ma relation avec les archivistes, j'ai suivi ce conseil. Parce que ça ne servait à rien que je fasse travailler quelqu'un pour une réponse que tout le monde connaissait déjà. Et je regrette quand même un peu, déjà parce que j'en ai vu des cartons où il y avait des photographies, parce qu'il y a eu des erreurs dans ce qu'on m'a donné, et qu'effectivement ils étaient intéressants, et que peut-être que sur le temps ça aurait changé la pratique des archivistes. Bon, voilà. C'était à refaire, je ne le ferai pas complètement aussi docilement. Donc, comme dans la demande de dérogation, on remplit les motifs, donc je remplissais mon sujet de thèse à chaque fois, et donc c'était visiblement souhaitable qu'il n'y ait pas écrit torture dedans. Ça tombait bien, c'était pas mon sujet, c'était pas aussi étroit que ça. Et donc j'ai effectivement pu voir plein de choses au ministère de la Défense, ministère en fait de la Défense, surtout à l'armée de terre. Enfin, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, mais les armes, la qualité des inventaires n'était pas du tout les mêmes, vraiment pas du tout les mêmes selon les armées, et en même temps, ça tombait bien parce que l'armée de terre était quand même celle qui m'intéressait le plus. Et j'ai commencé à travailler en demandant plein de cartons sous dérogation. Je rentre dans ce genre de détails. Ouais, plein de cartons, mais vraiment plein. Et puis à un moment, j'ai eu une petite convocation par un archiviste. Pas de convocation, il est venu me voir à ma table de travail en me disant, donc j'ai encore reçu une lettre de vous, donc il y en a encore 50, donc là il va falloir qu'on se mette d'accord, vous ne pouvez pas m'envoyer, enfin, bref, donc il a fallu en fait que je fabrique des petits paquets de demandes échelonnés dans le temps pour qu'il puisse échelonner son travail en fait. Et donc, ça c'est banal ce que je vous raconte, mais voilà, dans une thèse, à un moment on devient le meilleur ennemi de l'archiviste du fond, qui vous voit arriver en se demandant ce qui va lui arriver comme travail. Donc voilà, donc j'essayais en fait de demander le moins possible en réalité. En fait, j'essayais en amont de bien réfléchir à mes choix. C'est-à-dire que c'est pas du tout la même liberté de travailler sous dérogation. Parce que quand c'est pas sous dérogation, on peut ouvrir pour voir, quoi. Et là, on ne peut pas trop faire ça parce qu'il y a beaucoup de travail derrière et parce qu'on vous dit, si vous m'en demandez 50, et ben, ça va prendre 6 mois. Donc si vous m'en demandez 20, je vous dis le mois prochain. Bon, on m'en demande 20. Hein. Voilà. Donc de fait, quand l'inventaire n'est pas assez précis, ce qui était le cas, ça devient vraiment compliqué. Parce qu'on est quand même obligé d'aller un peu à l'aveugle et donc de faire un système de carottage,
Enfin, des trucs qui ne sont pas très satisfaisants en fait, intellectuellement, qui sont moyennement satisfaisants. Mais ça fait partie des contraintes de la production du travail. Donc voilà, il faut en rendre compte. Donc j'ai commencé à travailler comme ça, et en fait assez bien, c'est-à-dire que moi, toutes les demandes de dérogation que je faisais étaient globalement acceptées. Globalement acceptées, sauf les documents avec photographie, qui étaient systématiquement refusés. Alors j'ai travaillé aussi à une époque qui était le moment de transition entre la fin de la conscription et la fin de la conscription. Donc tant qu'il y avait la conscription, il y avait au service historique de la défense, à l'époque c'était le service historique de l'armée de terre, des appelés, qui étaient des scientifiques du contingent, qui étaient souvent à un niveau maîtrise, et qui étaient en fait manutentionnaires dans le centre d'archives. Donc il y avait beaucoup de main-d'œuvre quasiment gratuite pour l'armée, de ces jeunes garçons qui allaient chercher les cartons, portaient les cartons, ça, etc. Et puis à un moment, ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté, la main-d'œuvre gratuite. Et donc, on a aussi senti passer la fin de la conscription au chat. C'est que concrètement, il y avait 3 archivistes, point barre, qui se relayaient. Donc voilà, donc, tout d'un coup, le rythme a baissé, ils ont limité le nombre de cartons par jour, ils ont fermé la salle certains jours, enfin, et on s'en est toujours pas remis en fait, je pense. Après, ils ont recruté d'autres gens, mais ce n'était pas du tout des gens qui étaient formés à Bac plus 4. Donc, avec des conséquences réellement sur la capacité de dialogue avec le chercheur, en fait. Je dirais ça rapidement comme ça. Donc, j'ai commencé à travailler. Les demandes de dérogation, contrairement à toutes les prédictions qu'on m'avait faites, voilà, elles ont été obtenues. Les documents, je les ai vus. J'ai vu des choses assez, voilà, qui n'étaient pas forcément à l'honneur de l'armée. Mais ça restait au niveau des états-majors, ça restait au niveau des bureaux d'état-major, ça restait au niveau même des corps d'armée, mais ça ne descendait pas complètement très bas. Donc pour descendre très bas, il fallait que j'ai accès aux journaux de marche et opérations des unités. Donc là, c'est complètement autre chose comme type d'archive. Vous voyez à quoi ça ressemble, ou je raconte 2 minutes? Je raconte 2 minutes? Un journal de marche et opération, c'est un carnet de bord d'une unité. Donc c'est comme un agenda. Enfin concrètement, c'est plutôt un grand cahier. C'est comme un agenda où au jour le jour, un officier est chargé d'inscrire tous les mouvements, toute l'action de l'unité. Donc ça peut être un mouvement de personnel, donc un tel part en convalescence, un tel part en permission, revient de permission, etc. Et ça peut être un départ de troupes en opération, alors telle section part en opération, etc. Et puis ça peut être aussi les bilans de l'opération, donc telle troupe part en opération, n'est pas revenu à 18h, reviendra à 20h, est arrivé à 22h, a perdu, je sais pas quoi, son radio, et a crevé en route, et puis au repos demain, voilà. Donc ça peut être, ce que je vous raconte là comme ça, c'est très détaillé, ou ça peut être RAS pendant 2 mois. Selon l'officier, vraiment, il trouvait qu'il avait mieux à faire, manifestement, parce que c'est pas envisageable qu'il y ait des unités qui n'aient rien fait et rien eu à signaler pendant des mois, c'est pas possible. Donc, en fait, on ouvrait les JLO et parfois c'était extraordinaire, vraiment, pour documenter ce que je cherchais à documenter. Parfois, c'était plus que décevant, c'était inutile. Et puis parfois, il n'y avait pas de JMO. Donc, chaque unité, normalement, a un JMO. Sauf qu'il y a plein de JMO manquants. Donc ça, on le sait d'emblée, on n'a pas la surprise quand on a le carton, on le sait d'emblée sur l'inventaire. Il y a beaucoup d'unités en Algérie qui sont à trous. Voilà, où il y a le JMO de 56, il n'y a pas celui de 58, il y a la moitié de 59 et il y a 62. Voilà. Et puis pour un autre, ça va être complètement autre chose. Ou parfois, il va monter celui d'une compagnie. Voilà. Selon des logiques qu'on peut essayer de restituer, mais que le carton d'archives, que l'inventaire ne restitue jamais. On dit juste, ça y a pas, et on fait avec. Donc ces JMO, quand ils étaient très bien documentés, effectivement, moi, ils m'ont permis de descendre beaucoup plus bas, et notamment de documenter très précisément les exécutions sommaires, parce que c'est là qu'on voit les unités qui ramènent un prisonnier, on voit l'interrogatoire du prisonnier qui démarre, et on voit qu'il s'échappe, il tente de s'échapper, et on lui tire dans le dos. Et que ça s'appelle ensuite, au bilan, un fuyard abattu. Et c'est tellement récurrent, enfin voilà, après on peut discuter de ce que j'ai dit, mais que pour moi ça faisait partie de la preuve que la pratique était massive et autorisée. Par ailleurs, il y a une circulaire, il y a une instruction interministérielle qui l'autorise, donc de toute façon je savais qu'elle était autorisée en haut, mais là on voyait que l'instruction était descendue jusqu'en bas, parce que l'instruction interministérielle, elle dit,
si vous avez quelqu'un qui s'enfuit, vous pouvez lui tirer dessus. Et donc ça donne, non pas des exécutions sommaires, parce que ça c'est interdit, ça donne des fuyards abattus. Donc des gens qui s'enfuient et qui ont donc le droit d'être abattus, puisqu'on est couvert depuis l'été 55, on a le droit de le faire. Donc ils sont reportés dans les GMO, puisqu'en fait ils ne cachent rien, c'est légal. Pour la torture, c'est beaucoup plus compliqué, puisque c'est illégal pendant toute la guerre. Donc elle est aussi présente dans les GMO, la torture, et je l'ai montré, je me suis appuyée sur les GMO pour la prouver, mais de manière plus masquée. Donc je ne sais pas si je vous raconte tout ça, parce que c'est pas trop de l'archive, mais voilà. Il n'y a jamais le mot torture, mais il y a des expressions, interrogatoire sous la contrainte, interrogatoire forcé, interrogatoire physique, et puis il y a l'état du prisonnier après l'interrogatoire. Donc avec les deux ensemble, voilà, on peut en déduire que c'est un interrogatoire qui ne respecte pas les règles de l'interrogatoire, au minimum. Et puis on croise avec d'autres sources, évidemment, si on fait de l'histoire. Mais donc dans le JMO, on a une densité et une qualité d'information, notamment pour comprendre non seulement l'existence factuelle d'un certain nombre d'actes, mais surtout pour établir leur dynamique, pour comprendre pourquoi une unité, par exemple, se rend coupable de crimes pendant une période donnée, pourquoi la même unité, 2 ans plus tard, on n'a pas du tout les mêmes choses dans le JMO, par exemple. Donc là, on essaie, grâce à cette source, on voit des dynamiques, on voit l'importance, moi il me semble, l'importance de l'officier, des officiers, bien sûr, des officiers, ça peut être de l'officier qui dirige le régiment, mais c'est plutôt les officiers de niveau en dessous, en fait, qui sont très importants. C'est-à-dire qu'on voit que, par exemple, en leur absence, il se passe des choses qui ne se passent pas quand ils sont là, ou que quand il y a un changement de capitaine, par exemple, à la tête d'une compagnie, c'est plus la même ambiance qui s'installe dans le régiment, qu'il y a des sanctions qui sont prises pour des types d'actes qui étaient mentionnés avant et qui ne donnaient pas lieu à des sanctions. Donc voilà. Donc on peut comprendre, enfin on peut essayer de comprendre, parce que ma thèse s'appelait, comme vous l'avez rappelé, les soldats leur chef, et mon interrogation c'était vraiment l'institution militaire, comment elle est une des clés de l'explication de la pratique, et non pas d'avoir une vision justement trop criminelle, c'est-à-dire un individu a commis un crime, c'est pas du tout ça. C'est le membre, en l'occurrence, ce qui m'intéressait, des conscrits, donc des hommes, on ne sait pas le métier, qui se retrouvent dans cette institution, dans ce contexte-là, et qu'est-ce qui peut expliquer qu'ils se retrouvent à commettre des actes qui, par ailleurs, sont interdits, mais qui ne sont pas sanctionnés. Je pourrais y revenir si vous voulez. Donc les JMO, ça a été un moment béni dans ma thèse quand j'ai pu y avoir accès, parce que dans un premier temps, on me les avait tous refusés. J'avais fait une demande. Déjà, il a fallu que je comprenne que ça existait, parce qu'ils n'étaient pas rangés au même endroit. Ils n'étaient pas rangés dans les archives d'Algérie, forcément, ils étaient rangés dans les archives des unités. Et donc, j'ai fait des demandes de JMO. Et donc, ils m'ont tous été refusés. Alors, à ce moment-là, la personne, je ne sais pas si vous l'avez connue, la personne qui instruisait les demandes de JMO n'était pas le même archiviste, et c'était un monsieur dont j'ai oublié le nom, Michel Hardy. Michel Schillinger. Non, c'était pas Schillinger. Alors, c'était un ancien officier d'Indochine. Il avait, donc c'était un militaire, et il avait la charge de la gestion des JMO. Bon, je me souviens plus, mais je crois que c'est ça. Et donc lui, il avait mis non à tout. Tout. Il n'y avait pas de négociation, c'était pas 1 sur 2, c'était 0. Bon, ok. Et bon, bah tant pis, j'avais donc continué à travailler. Et puis, je vous raconte comme j'ai compris les choses, parce que peut-être je me trompe. Et donc on devait être là, j'avais dû avancer à mon travail, je devais être en 2e année de thèse peut-être, et j'ai participé à une journée d'études organisée par, je crois, Vincent Duclerc, sur, en gros, armée politique, tout comme ça. De l'affaire Dreyfus à, je ne sais plus. Et j'avais fait une communication sur ce que j'avais commencé à trouver sur la guerre d'Algérie. Encore une fois, j'ai oublié je crois que ça a été publié, mais je ne me souviens plus exactement du sujet. C'était mes premiers résultats de travail, finalement. Et en fait, dans la salle, il y avait un monsieur qui était venu m'écouter discrètement, enfin qui était venu écouter, sans doute pas que moi, mais voilà, qui était là, et qui s'est avéré en fait être le général en charge des archives, du service historique de la défense, enfin de l'armée de terre, non de la défense. Et à la suite de ça, général Bach, André Bach, qui a été nommé, je crois, en 98. Général Bach, de ce que je sais de sa carrière, il a été en poste au Liban. Je ne sais pas de quelle arme il était, en tout cas il était en poste au Liban en 82, dans les années 80, il a été assez choqué, assez traumatisé de ce qu'il a
vécu comme officier là-bas. Et à ce poste de responsable des archives, de responsable militaire des archives, il a vraiment impulsé des travaux comme ses prédécesseurs ne l'avaient pas fait. Il a ouvert les archives. Voilà, on peut le dire comme ça. Et notamment, il a travaillé sur l'affaire Dreyfus. Et puis après, son grand chantier de travail, ça a été les fusillés pour l'exemple de 14. Puis 15. Et donc, il était venu m'écouter, je pense qu'il était venu m'écouter pour voir ce que je faisais. Enfin, voilà. Comme il a été satisfait et pas trop inquiet, il m'a convoqué dans son bureau. Il m'a convoqué dans son bureau peu de temps après, et il avait convoqué avec moi le monsieur responsable des archives des JMO. Parce qu'entre-temps, j'avais dû avoir une discussion de couloir avec lui où je disais que j'avais aucun accès, que toutes les dérogations étaient refusées, etc. Et c'était très étrange cette discussion, parce que il y avait pour moi une culture interne de l'armée. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait une hiérarchie là devant moi qui se mettait en œuvre. Puis moi, j'étais là. Voilà. Donc il m'a invité à présenter mon travail devant lui et devant ce monsieur qui avait dit non à toutes les archives. Et en fait, il lui a donné l'ordre de me dire oui. Très clairement. Très clairement. Et du jour au lendemain, il n'y avait plus aucun problème pour voir les JMO. Et ça a littéralement changé ma thèse. Donc voilà, donc c'est grâce au général Bach, je pense que je peux dire ça, enfin, j'espère ne pas me tromper, il y a sans doute d'autres choses, mais ce que moi j'en ai perçu, c'est ça, c'est le poids de cet homme, sa responsabilité, et inversement, quand il n'a plus été là, j'ai aussi vu la différence. Donc je pense que c'était quand même lui, hein, sa personnalité, son interprétation du rôle, de son rôle. Il n'est pas le seul dans l'institution militaire, mais il avait un discours qui était l'armée doit montrer qu'elle a changé, l'armée doit regarder là où ça fait mal pour montrer qu'elle a changé, parce que si elle ne le fait pas, ça va continuer à alimenter les fantasmes, etc. Donc il avait un discours qui était très articulé. Je suppose qu'il expliquait aux gens qui lui demandaient des comptes aussi. Et donc concrètement, il a soutenu ma recherche. Enfin, moi je pense qu'il a soutenu ma recherche. Ça c'était très très bien. Et puis sinon... Non, voilà, sur les archives. Oui, les changements que j'ai vus, dans l'autre sens, pour le coup, c'est qu'à un moment, alors c'était plus tard, je crois que c'était sous Lionel Jospin, enfin, c'était pas plus tard, c'était au même moment, mais c'était pas les mêmes archives. Il est arrivé une chose assez désagréable. Il y avait, à Vincennes, il y avait les archives du cabinet du ministre de la Défense qui étaient accessibles, pas sous dérogation, accessibles. Comme elles étaient accessibles, mais ce n'était pas ma priorité. Ma priorité, c'était de faire mes demandes de dérogation pour attendre qu'on me réponde pendant 6 mois, etc. Et puis quand j'étais en manque d'archives sous dérogation, ben, j'allais voir. Et là, c'était tellement facile, l'archive pas sous dérogation. Donc celles-là, je les avais gardées pour un moment où j'aurais plus rien à manger sous dérogation. Et puis, paf, d'un coup, elles sont devenues sous dérogation. Alors là, j'étais vraiment dégoûtée, parce qu'évidemment, si elles sont devenues sous dérogation, c'est parce qu'on n'avait pas envie de les montrer, en fait. Donc, de fait, j'ai dû les demander, et je ne les ai pas toutes eues. Or, je les aurais demandées 1 an plus tôt, elles étaient complètement accessibles. C'était vraiment une énorme frustration, et c'était une décision du cabinet, pour le coup, parce que les archives du cabinet, les accords pour les archives du cabinet remontent au cabinet. Enfin, vous le savez sans doute mieux que moi je l'ai découvert à cette occasion, c'est-à-dire que quoi que versées, elles dépendent toujours du cabinet actuel. Donc en fait, elles sont quand même complètement soumises à une interprétation politique actuelle. Bien sûr que les archivistes, quand ils instruisent, tiennent compte du contexte dans lequel ils instruisent, évidemment, et qu'on est tous dans un contexte qui est social et politique déterminé. Mais là, c'est politique au sens vraiment de la politique gouvernementale, c'est-à-dire que vraiment, à ce moment-là, le cabinet, je ne sais plus qui était le ministre, disait que ça ne lui paraissait pas une bonne idée de regarder le cabinet de son prédécesseur 50 ans plus tôt. Quoi. Voilà, donc ça c'était une assez mauvaise nouvelle quand on m'a dit, quand on m'a rien dit à moi. Il y avait un petit affichage dans la salle, je me souviens. À partir de maintenant, les archives du cabinet seront sous dérogation. Voilà. Et là vous vous dites, j'ai bien compris ce que ça veut dire. Ouais, j'avais bien compris. Voilà, ça voulait dire ça. Voilà en gros pour les archives de ma thèse. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Sur cette période-là, il y a d'autres archives que les archives militaires, bien sûr. Il y a plein d'autres archives. Des archives à l'étranger aussi, mais ça vous intéresse peut-être moins. Je sais pas, qu'est-ce que vous voulez, Ouais. Alors là, c'était pas pour ma thèse. Moi, j'ai vu, je connais mieux deux endroits. Enfin, je peux vous parler de 2 endroits. Le premier, c'est la Suisse,
puisque j'ai travaillé beaucoup aux archives du CICR à Genève pour mon livre sur les prisonniers du FLN. Donc là, c'est complètement différent. Donc le CICR est un organisme privé, donc je ne sais pas quel est son statut exactement, mais en tout cas en termes d'archives, je crois qu'il a sa propre, enfin je suis même sûre, il a sa propre règle. Donc, ah oui, non, j'avais commencé à travailler sur le CICR pour ma thèse, puisque le CICR donc, est censé être l'organisme qui vérifie l'application des conventions de Genève. Convention de Genève de 1949 que la France a ratifiée. Et donc quand elle est en guerre en Algérie, alors pour l'Indochine non, puisqu'elle l'est ratifiée un peu tard, donc c'est seulement la fin de la guerre d'Indochine qui est concernée par les conventions de Genève, mais c'est toute la guerre d'Algérie qui est concernée par les conventions de Genève. Et en fait, la France a eu une position extrêmement ambiguë vis-à-vis des conventions de Genève, vous vous en doutez bien, vu qu'elle n'était pas très claire sur ce que c'était que la guerre en Algérie. Mais en fait, ambiguë au sens où elle n'a pas complètement dit que les conventions de Genève n'étaient pas pertinentes pour la guerre d'Algérie. Elle a admis une partie de la pertinence des conventions de Genève. Ce qui fait que le CICR, quand le CICR a tapé à la porte de Pierre Mendès France, parce qu'en fait le représentant du CICR à Paris était le beau-frère de Pierre Mendès France par ailleurs, donc doublement tapé à la porte de Pierre Mendès France, donc cher beau-frère, j'aimerais pouvoir organiser une petite mission d'enquête en Algérie. Et Mendès France, qui à ce moment-là savait qu'il allait sans doute sauter, et qui avait déjà commencé à mettre le nez dans les pratiques illégales de la police, en l'occurrence en Algérie, et qui avait déjà été à l'origine d'une enquête sur les pratiques policières et d'un rapport qui dénonçait la pratique de la torture par la police en Algérie. Tout ça, je le dis, j'ai pas lu la tête de Mendès France. Mendès France se dépêche d'autoriser une visite, genre une semaine avant qu'il soit obligé de démissionner. Et donc il va lancer là quelque chose, il va créer un précédent, en fait, que tous ses prédécesseurs vont s'attacher à effacer, à refuser. Ils n'ont jamais envie que le CICR vienne en Algérie mettre son nez dans ce que fait l'armée. Mais le CICR peut toujours dire, mais Mendès France, mais le gouvernement en 1955 avait dit que c'était pertinent qu'on vienne, donc c'est toujours pertinent qu'on vienne. Bref. Donc, forte de ça, j'avais cherché les rapports d'enquête du CICR, qui s'est donc rendu à plusieurs reprises en Algérie pendant la guerre, pour enquêter. Et des rapports d'enquête qui sont réservés, ça c'est toujours le cas aujourd'hui du CICR, qui sont réservés au gouvernement, qui ne sont jamais rendus publics. C'est l'engagement que prend le CICR. Il les communique aux parties concernées et jamais, normalement, il n'y a jamais de fuite, normalement. Enfin, sauf après cette décision politique du CICR de rendre public un certain nombre de choses. Mais... Donc, j'avais été voir le CICR en leur demandant leurs archives, et notamment les archives de leurs enquêtes. Et là, ils avaient une règle qui était 50 ans. 50 ans. Donc, c'était 2012, puisque c'était 62. Donc, et il n'y avait pas de dérogation. Voilà. Donc, c'était fini. Tout espoir était enterré pour moi. Donc, j'ai quand même pu retrouver les rapports du CICR dans d'autres fonds d'archives. Donc, si vous voulez, je peux vous dire où. Enfin, voilà. En gros, je les ai pistés et j'en ai retrouvé un à droite, un à gauche, un dans les archives de la présidence du Conseil, un dans des archives militantes, un dans les archives de Mendès France. Un qui a été fuité à la presse, donc dans les archives de la presse. Voilà. J'ai fini par presque tous les retrouver sans avoir accès aux archives du CICR. Presque tous. Il y en a un dont je n'ai eu que des bouts. Enfin, en gros, j'ai pu écrire un texte, j'ai pu écrire un article sur les missions algériennes du CICR sans avoir accès aux archives du CICR. Et à partir de 2012, donc, les archives étaient ouvertes. Et là, pour le coup, elles étaient complètement ouvertes. Donc, ça a été rien puis tout. Donc là, je suis allée à Genève. Donc, j'ai pu voir les archives que je n'avais pas vues sur les rapports, mais là, ça ne m'intéressait plus. J'avais fini mon travail sur ce sujet et je travaillais sur les prisonniers du FLN, donc c'était d'autres types d'archives. Et donc, voilà, ce qui m'a frappé au CICR, c'est ça, c'est le côté, donc l'absence de dérogation. Enfin, en tout cas, pour ces archives-là, on ne m'a pas proposé des dérogations possibles. Et la consultation, donc c'est une petite salle hyper sombre, sans fenêtre. C'est désagréable, en fait, dans l'espèce de bunker qu'est le CICR à Genève. Après, il y a deux archivistes, Daniel Palmieri et Fabio, j'ai oublié son nom, un italien, d'origine italienne, un suisse italien sans doute, et c'est eux qui décident. Enfin, d'après ce que j'ai compris, c'est eux qui aident en fait. Hein. Ils sont extrêmement bienveillants, extrêmement accueillants. Vraiment, il n'y a pas d'imitation de carton, ils sont tout à fait charmants. Et il n'y a pas vraiment... Et il y a des inventaires. Oui, il y a des inventaires.
des inventaires. Donc je ne suis pas complètement sûre pour les inventaires, j'ai un petit doute en fait. Parce qu'il ne faut pas faire une demande et après eux-mêmes sortent de leur ordinateur quelque chose. J'avoue que là, non, il y a des inventaires. Non, ça me revient. Il y a des inventaires avec des intercalaires de plastique, là, comme ça. Donc oui, il y a plein de choses. Enfin, bref, peu importe sur le sujet, mais il y a plein de choses à Genève. Les autres archives à l'étranger dont je peux vous parler, peut-être, c'est l'Algérie. Parce que j'en ai aussi vu aux États-Unis, mais ça vous intéresse pas. Moi, j'ai vu des archives dans une université américaine. Enfin, voilà, les archives d'un officier français qui a déposé ses archives à Stanford, le plus loin possible, qui sont des archives absolument passionnantes sur l'action des parachutistes à Alger. Donc l'Algérie, évidemment, c'est une grande question quand on travaille sur la guerre d'Algérie. Et là, évidemment, peut-être pas évidemment, mais et là, on se heurte à un État non démocratique, donc c'est très très compliqué, très compliqué d'avoir accès aux archives. Dans la mesure où, ce qui est très compliqué, c'est de pouvoir organiser sa visite, parce qu'il n'y a rien en ligne, évidemment. Moi, je me suis posé la question de l'Algérie, pas pendant ma thèse, parce que j'ai travaillé pendant ma thèse, c'était encore la guerre civile en Algérie. Je pouvais aller en Algérie, on pouvait, puisque vous voyez, c'était à la fin des années 90, on pouvait de nouveau aller en Algérie, mais ça restait un espace dangereux. Et en fait, pour mon objet de recherche, j'en avais pas besoin. J'avais largement ce qu'il me fallait en France. En revanche, quand j'ai commencé à travailler sur l'embuscade de Palestro, qui se trouve en Kabylie, et j'ai voulu écrire une histoire, l'histoire du côté de l'armée de libération nationale algérienne et du FLN, j'ai voulu aller sur les lieux. Là, j'ai dû aller en Algérie. Je n'étais pas vraiment à la recherche d'archives à ce moment-là, parce que c'était vraiment une embuscade, un commando de l'ALN. Ça aurait été chercher une aiguille dans une botte de foin. Chercher l'embuscade dans les archives françaises, c'était déjà une aiguille dans une botte de foin. Mais alors, côté algérien, c'est assez peu imaginable qu'il y ait eu même des archives, en fait. En revanche, quand je travaillais sur les prisonniers du FLN, oui, là, je voulais des archives, parce que le FLN se construit un discours politique sur le fait qu'il est capable de faire des prisonniers, qu'il est capable de les garder, qu'il est capable de négocier avec le CICR les conditions de libération des prisonniers. Donc là, j'imaginais bien qu'il y avait des archives. Ne serait-ce que parce qu'au CICR, j'en avais vu. J'avais vu des documents FLN, des lettres, des échanges. Donc voilà, il devait y en avoir ailleurs. Donc là, j'ai pris plus le temps d'essayer de voir si je pouvais avoir des archives en Algérie. Et il se trouve aussi, ce que je vais vous raconter vient aussi de mes élèves qui travaillent en thèse avec moi et qui travaillent sur des archives algériennes. Donc c'est une espèce de cocktail que je peux faire peut-être de ce que je récupère de leur expérience et aussi de mes collègues. Parce qu'en fait, c'est tellement compliqué les archives en Algérie qu'on a vraiment besoin de groupes de parole, vous voyez, pour essayer de comprendre comment ça marche, les trucs. Voilà. Donc, mais bon, c'est pas forcément, ça vous intéresse pas forcément non plus. Si. Bon. Alors c'est ce que j'en ai compris, voilà, et ce que je collecte. Ce que j'en ai compris, c'est que c'est extrêmement politique. Mais vraiment, on s'en doute bien. Mais c'est-à-dire que c'est versatile à un point. Le changement d'ambiance, là je parle des archives nationales d'Algérie, le CANA à Alger, les archives nationales. Le changement d'ambiance vis-à-vis des chercheurs, l'accueil physique des chercheurs, la bonne humeur ou non des magasiniers, le directeur qui a eu le temps pour vous recevoir ou pas, etc. C'est très versatile et ça dépend sans doute d'éléments politiques. Politique au sens diplomatique, notamment, parce que apparemment, les traitements sont différenciés selon la nationalité des chercheurs. Il semblerait qu'à certains moments, certaines nationalités soient moins les bienvenues que d'autres. J'en ai plein de... Voilà. Par exemple, il y a eu récemment, alors un récemment que je ne saurais pas trop dater, 1 an peut-être, il y avait visiblement 2 chercheurs états-uniens. Les États-Unis ont été très malins. Ils ont ouvert, il y a plusieurs années de ça, à partir du moment où la situation sécuritaire était sécurisée, et puis pour des raisons diplomatiques, la guerre au Sahel, etc., j'imagine. Bref, les États-Unis se sont plus implantés en Algérie qu'ils ne l'étaient avant. Et notamment, ils ont ouvert des centres culturels et de recherche. Et le centre des études sur le Maghreb qui s'est installé à Alger ou à Oran, je ne sais plus bien, en gros, est devenu un intermédiaire pour des chercheurs du monde entier. Parce qu'en fait, il faut des espèces de lettres d'invitation quand on va aux archives. Donc, voilà. Donc, Robert Parks, qui le dirigeait, a été une espèce d'interlocuteur pour les chercheurs du monde entier pendant un temps. Un temps où il était persona grata vis-à-vis des autorités algériennes. Et puis, à un moment, il y a 2 chercheurs états-uniens qui sont allés au CANA
et qui se sont mal comportés. Ne me demandez pas en quoi, je n'en sais rien. Mal comportés. À partir de là, c'était fini. C'était fini pour tous les autres. Pour eux, sans doute, mais pour tous les autres. Bref. Donc, en tant que Français, c'est toujours une question qu'on se pose. Est-ce qu'en tant que Français, les choses sont plus compliquées, moins compliquées en Algérie? Je n'ai pas la réponse à cette question. Ce qui est sûr, c'est que la plupart des archives sont en français sur cette période. Donc, lire le français est assurément un atout. Et parfois une différence entre nous et les magasiniers, donc ils ne le lisent pas forcément très bien. Mais les caractéristiques du CANA, c'est qu'il n'y a pas d'inventaire. Enfin, il n'y a pas d'inventaire accessible. Alors, en ligne, évidemment pas, mais même accessible, il n'y en a pas toujours. Parfois, il y en a, parfois, il n'y en a pas. Parfois, ils sont là, parfois, ils ne sont plus là. Ils ne sont plus dans la salle, donc il faut les demander. Et parfois, on vous les donne, et parfois, on vous dit qu'ils sont dans un bureau qu'on ne peut pas vous les donner. Voilà, donc c'est très précaire, en fait, comme condition de travail. Donc, quand on a accès à l'inventaire, c'est un vrai inventaire, donc il y a des choses dedans, on peut demander des codes, on demande des cartons, ils arrivent, voilà. Et après, c'est un centre d'archives où on peut, y compris, prendre des photos, voilà. Donc, on peut aussi très bien travailler. Mais quand on est à l'étranger et qu'il faut s'organiser, c'est vraiment pas facile. Voilà. Donc ça, c'est pour les archives nationales. Ah oui, puis j'ai oublié de vous dire qu'il faut de toute façon, à l'avance, écrire au directeur qui doit nous autoriser à venir avant de pouvoir arriver. On ne peut pas juste arriver dans la salle, dans le centre, etc. Non, il faut avoir passé plein de portes d'abord. Et si vous voulez aller voir des archives à Constantine, à Oran, à Sidi Bel Abbès, je ne sais où, des archives de l'administration, mais de niveau inférieur, il faut aussi avoir l'autorisation du directeur de tout en haut. Parce que ça va descendre dans la pyramide. Voilà. Donc il n'y a pas d'autonomie, locale des archivistes. Un problème de bachiche. Je sais pas, j'ai pas essayé. C'est une bonne question. C'est une bonne question. C'est exactement la même chose en Russie. Ah, je pense que c'est la même chose dans plein de pays autoritaires. La même description est la même chose. Si on n'a pas l'invitation du directeur, si on n'a pas l'URGASPI, si on n'a pas la pyramide, on n'a rien. Oui, on peut avoir du bakshish en Russie. Vous avez accès si vous réparez si vous donnez de l'argent pour réparer l'ascenseur. J'arrive là. Non, après il y a des arrangements. C'est pas, parce que je ne sais pas s'il y a des bakshish, mais il y a des arrangements. Des arrangements avec les horaires d'ouverture, des arrangements avec le nombre de cartons. Mais en France aussi. En France aussi. En France aussi, c'est arrangé, parfait. Non, là je pense à une de mes élèves, Annick Lacroix, qui a fait sa thèse sur la poste en Algérie. Vous voyez, la poste, ultra sensible au sujet. Poste au XIXe siècle. Donc elle cherchait des archives en Algérie et donc elle a eu l'idée absolument géniale d'aller dans les postes. Notamment elle est allée à la grande poste de Constantine, et donc une des 3 grandes villes d'Algérie. Et à la grande poste de Constantine, elle a demandé: est-ce que vous auriez des archives encore sur place, sur l'époque coloniale? Je vous passe les réponses, puis finalement elle trouve le gardien, pas le directeur, le gardien de la poste, qui lui dit: il y a plein de trucs au sous-sol, plein de papiers au sous-sol qui datent des Français. Donc, forte de cette information, elle cherche le moyen de savoir ce que sont les papiers. Donc elle cherche la bonne personne, c'est pas du bakshish, elle cherche le bon moyen, local en l'occurrence là, qui va pouvoir trouver le contact avec le directeur, à qui on va pouvoir dire: il y a des choses dans votre cave. Donc, elle finit par voir le directeur, elle lui explique son travail, qu'elle aimerait bien aller dans la cave. Et il dit d'accord. Mais sauf qu'on ne va pas la laisser toute seule dans la cave et qu'on ne va pas lui remonter ses cartons à la poste, parce que c'est la poste, c'est pas un centre d'archives. Et donc finalement, elle obtient une table dans la cave et le directeur fait que le gardien de la poste se poste dans la cave avec elle toute la journée, à la surveiller. Voilà. Donc à un moment, le gardien il en a marre, donc il fait autre chose, il fait une pause, etc. Donc il faut négocier avec le gardien, donc c'est pas du bakshish, mais voilà. Je pense que si elle lui a apporté à manger, il est resté, donc résultat, elle a eu 1 heure de plus. Enfin, je ne lui ai pas demandé dans ce sens-là, je lui demande. Mais ceci, ça n'a pas duré tout le temps, l'arrangement avec le gardien. À un moment, on lui a dit non, on lui a dit oui, enfin bref. Voilà, donc l'Algérie, c'est compliqué, mais il y a des choses, parce qu'au moment où la France a quitté l'Algérie, comme l'ensemble d'ailleurs de l'Empire, il y a eu vous le savez sans doute, il y a une répartition théorique, en fait, des archives de souveraineté, des archives techniques, sauf qu'elle était théorique, la répartition. Donc en fait, on ne peut pas considérer qu'elle a vraiment eu lieu. Il y a des documents théoriques qui sont revenus en France, il y a des documents de souveraineté qui sont restés en Algérie. Et plus les conditions très précipitées du départ de l'administration française d'Algérie, qui fait que des archives ont été perdues, détruites,
oubliés sur place, ou tout simplement, c'était pas la priorité. Pour d'autres services, c'était la priorité des archives, plus que des hommes. Mais parfois, c'est pas la priorité des archives. Donc, pour toute cette raison, il est très difficile de dire a priori ce qu'on peut imaginer trouver dans les anciennes colonies françaises, et notamment, en tout cas moi pour ce que je connais, en Algérie. Donc il y a beaucoup de choses sans doute à explorer. Plus les archives du FLN, ou plus exactement du gouvernement provisoire de la République algérienne, qui était proto-État et qui a produit des archives et qui les a versées ensuite en Algérie, plus les archives, disons, de la défense, qui est un État dans l'État en Algérie depuis la guerre d'indépendance, et qui là aussi a des archives, mais là pour le coup, personne ne les... Enfin, je ne crois pas que quelqu'un les ait encore jamais vues comme historien. Voilà. Par rapport à votre expérience de recherche en France, les archivistes, est-ce que vous les avez vus plutôt comme des alliés ou parfois plutôt comme des empêcheurs de mener votre recherche? Globalement, dans les relations que vous avez pu entretenir, en particulier sur des sujets sensibles, est-ce que c'était plutôt des amis, des accompagnateurs du chercheur ou plutôt des gardiens du temple, d'une certaine manière? Il y a ce qu'ils disent, il y a ce qu'ils font. Enfin, déjà. Et c'est pas forcément que dans un sens. Il y a des gens qui peuvent être assez peu accueillants, et qui finalement, voilà, dans la pratique, on donne les documents. Et l'inverse. Non, moi, globalement, je trouve que les relations avec les archivistes en France, enfin, celles que j'ai eues, toutes mes expériences sont positives. Mais voilà, avec un degré, enfin, avec un vrai... comment est-ce qu'on dit, des vraies différences. Des vraies différences qui tiennent, je pense, à la sympathie pour le sujet. Très clairement, moi j'ai senti des archivistes qui voulaient m'aider. Ce que je vous ai raconté pour le général Bach, je l'ai ressenti dans certains endroits. On voulait m'aider, on voulait que je fasse cette recherche, voilà. Même si les documents... Parce que travailler sur un sujet pareil, il n'y a aucun carton d'archives qui porte ce nom, hein. Donc il faut aller chercher dans plein de trucs en essayant de se dire que peut-être il y aura quelque chose. Donc si l'archiviste qui connaît le fond vous aide, c'est quand même beaucoup plus facile. Donc il y a ça. Et inversement, des gens qui voyaient d'un très mauvais œil mon travail et qui n'étaient pas du tout favorables. Et donc ceux-là, ils ne m'ont pas du tout aidé. Mais parfois, ils ont fait quand même le travail. Donc, voilà, ça reste... Bon, mais vous savez, on parle d'archiviste, il y a tellement de statuts. Il y a tellement de statuts, il y a certainement d'idées du métier, il y a des questions de génération, il y a des questions de formation, il y a des questions de mixité. Quand je vous parlais de cet officier qui instruisait les demandes, enfin, donc, et en fait, il faudrait nuancer, et sans doute que le statut jouait. Il y a des militants aussi dans les archives des partis politiques, dans les archives des associations, ce sont des militants. Donc il y a plein de temples différents à garder, hein, potentiellement. Il n'y a pas que le temple de l'État. Donc, voilà, je dirais que moi, globalement, j'ai eu des bonnes relations avec des archivistes. Moi, je trouve qu'un archiviste qui me dit « vous demandez trop de cartons, étagez votre demande », me rend service aussi. Je ne le prends pas comme un... Je ne me dis pas « il n'a pas envie de travailler, il m'est hostile ». Objectivement, il en avait ras-le-bol. Il me disait « j'ai encore cauchemardé de vous cette nuit ». Voilà. Pas hyper agréable quand on arrive dans son archive le matin, mais c'est pas grave. Parce qu'au final, il les instruisait, mes demandes. Voilà, mais... oui, non, globalement, je dirais ça. Peut-être j'ai refoulé les mauvaises expériences, mais en Algérie, je ne dirais pas ça. Mais en France, oui. Du coup, aussi dans vos travaux... Après, ils ne travaillent pas pour nous, quoi, donc ils ne vont pas aller chercher des... Enfin, voilà. Il y a aussi un positionnement. Vous avez aussi mobilisé des témoignages oraux et des archives personnelles pour vos travaux. Alors, quelle importance est-ce que cela a eu pour la réalisation de votre travail et comment est-ce que vous avez pu justement mettre tout ça en discussion? En discussion archives scientifique papier, voilà, archives papier, témoignages oraux et archives privées. Alors, enfin personnelles. Comment on les met en discussion? En les croisant, en les confrontant, en appliquant la méthode historique de manière assez classique. Moi, j'ai une conception, je pense que voilà, l'archive orale, et en particulier les témoignages que je recueille, je les traite comme les autres, avec la nuance importante que je fais partie de l'archive. Et donc, je ne suis pas forcément capable de m'appliquer complètement la même objectivité. Enfin bref, voilà, mais... Donc, comme les autres,
pourquoi est-ce que j'ai fait des témoignages oraux alors que j'avais plein d'archives en fait. J'avais plein d'archives. Parfois on dit on fait des témoignages oraux parce que par manque de documents. Moi, c'était pas par manque de documents, mais c'était pour accéder à d'autres aspects de la réalité, en réalité. Donc je voulais... donc j'ai pas toujours croisé beaucoup, puisqu'en fait, ce que je leur demandais, c'était des choses que je n'avais pas dans les archives. J'ai écrit quelque part, je crois ça, que dans les archives, en gros, je pouvais aller jusqu'au seuil de la chambre de torture, jusqu'au seuil de la salle. Mais ce qui se passait dedans, très souvent ça échappait dans les archives. Parce qu'en gros, on emmène le prisonnier, il est soumis à un interrogatoire, et puis je le voyais revenir, on appelait l'infirmier, ou il était exécuté. Mais qu'est-ce qui s'était passé entre le moment où il rentrait et le moment où il sortait? Ça, dans les archives militaires, il n'y avait pas beaucoup de choses. Il y avait parfois les renseignements qu'on avait obtenus en le torturant, ou en l'interrogeant. Mais voilà. Mais comment on l'avait interrogé, justement, c'était quand même un peu important pour moi, je ne le voyais pas vraiment. Donc les témoignages m'ont servi à compléter, plus qu'à combiner, à mettre exactement au même endroit. Donc voilà, donc j'ai fait les témoignages dans cet esprit, c'est pour ça que j'ai interrogé des anciens militaires, de base, enfin voilà, pas d'officiers supérieurs, je voulais des gens qui avaient pu être en contact avec ce type de pratique. Et j'ai eu le même raisonnement à chaque fois, en fait, parce que moi j'aime beaucoup faire de l'enquête orale par ailleurs, donc j'en fais à chaque fois, et dans toutes mes enquêtes, et donc voilà, j'essaye toujours, grâce aux gens, d'arriver à avoir cette espèce de quotidienneté, les sensations, les odeurs, ces éléments-là de l'expérience historique qui n'est pas toujours présente dans les archives publiques, en revanche qui peut être présente dans les archives privées. Et en fait, les témoignages, ils se combinaient, si je reviens à la torture, mais je peux parler aussi des prisonniers, où c'était un peu la même chose. Les prisonniers, je voulais essayer de comprendre, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, je voulais non seulement essayer de comprendre la dimension politique de l'instrumentalisation du droit international par le FLN, qui voulait dire « je suis un acteur international, je ne suis pas une bande rebelle, je suis un acteur international, les conventions de Genève me concernent, d'ailleurs je fais des prisonniers ». Ça, c'est une histoire politique que j'ai pu écrire, mais je voulais aussi comprendre dans quelles conditions ils avaient fait leurs prisonniers, quel sort ils leur avaient réservé, comment ça veut dire quoi concrètement être détenu par le FLN quand il n'y a pas de camp, pas de prison. Donc, là aussi, j'avais besoin de gens qui témoignent de cette expérience-là. Et dans ce cas-là, comme pour la torture, c'était croisable ou comparable en tout cas avec des sources privées, qui étaient des témoignages écrits, en fait. En gros, des témoignages écrits. Donc, pour les prisonniers, par exemple, l'armée, parfois, quand c'était des prisonniers que l'armée récupérait, donc pour le coup, c'était des témoignages personnels que je pouvais avoir dans les sources militaires, leur demandait un récit de leur détention. Donc, il y avait un récit à la première personne, très guidé par les questions des militaires, bien sûr, que je pouvais ensuite croiser avec leurs témoignages recueillis 50 ans après, ou de la correspondance, par exemple, ou des journaux intimes. Voilà, c'est ce type de sources privées que j'ai pu avoir dans ces deux cas, qui permettaient de documenter des choses qui n'apparaissaient pas dans les archives parce qu'elles n'intéressent pas l'État, tout simplement, dans les archives publiques, parce qu'elles n'intéressaient pas l'État. Donc oui, donc je ne vais pas vraiment poser la question, mais oui, j'en ai fait plein des entretiens. Et après, pour ma thèse, par ailleurs, j'ai interrogé très peu de victimes, mais bon, ça, c'est une autre question. Et je les ai toujours enregistrées, et je les ai toujours déposées quand les gens étaient d'accord. Voilà. Et pas filmées. Allez-y, n'hésitez pas à poser des questions. Je voulais savoir, vous parliez des photos qu'on avait pu vous refuser, notamment, et vous aviez l'air de dire comme si c'était possible en fait, qu'on vous les scène, en fait, c'est-à-dire vous auriez pu les consulter. C'est-à-dire que c'était pas marqué, c'était pas scellé en fait, c'était... Ah non, on vous a donné vraiment un mauvais conseil, vous auriez pu avoir accès à des photos.
Non, je ne sais pas si on m'a donné un mauvais conseil, parce que c'est l'archiviste qui m'a dit je refuserai toutes les dérogations de carton où il est mentionné dans l'inventaire qu'il y a des photos. Mais après... Mais parce que le carton est un peu... Alors, en fait, comme ça, c'était des cartons. Alors, je me souviens plus l'intitulé, mais admettons, c'était un carton interrogatoire et renseignement. Admettons, non, ça n'existait pas, un carton comme ça. Qu'est-ce que ça pouvait être comme carton? Je sais plus, quelque chose d'un peu général. Prisonnier, voilà. Un carton prisonnier. Carton 1, prisonnier. Carton 2, prisonnier, entre parenthèses, photo. Carton 3, prisonnier. Carton 4, prisonnier. Carton 5, prisonnier, entre parenthèses, photo. Donc, en fait, c'était des cartons. Il y avait exactement les mêmes documents. Et puis, dans certains, en plus, il y avait des photos. Donc parfois, ils se sont trompés quand ils me les ont donnés. Parfois, les archivistes, ou plutôt les appelés du contingent, se sont trompés en me donnant les cartons. Et en me donnant le 1, 3, 5, ils m'ont donné le 1, 2, 3, 5. Et donc c'est comme ça que je peux vous dire que c'était exactement les mêmes cartons. Il y avait absolument le même type de documents. Mais par exemple, c'était par ordre alphabétique. Et il y avait AL, MZ. Mais ça, c'était pas écrit dans l'inventaire. Mais en fait, c'était exactement les mêmes documents, les mêmes sources, etc. Et parfois... parce que c'était donc des interrogatoires de prisonniers du FLN, enfin faits par l'armée française, certains prisonniers avaient des photos sur eux et elles ont été glissées dans le dossier. Voilà. Puis la plupart du temps, ils n'avaient pas de photos sur eux, donc il y a un carton entier où il n'y a pas une seule photo. Puis parfois, il y a une photo. Et c'est cette photo-là qui justifiait que l'ensemble du carton, l'archiviste préférait instruire dans un sens négatif. Et pourquoi il préférait instruire dans un sens négatif? De ce que j'ai compris, qui était l'argument qu'on m'a toujours opposé, parce que je travaillais au moment de la guerre civile en Algérie, parce que ces photos, comme l'ensemble des documents nominatifs, auraient pu être des armes en Algérie aujourd'hui. En Algérie aujourd'hui, dans les années 90. On aurait pu identifier des gens, et donc ils avaient une peur absolument bleue de règlements de compte, de délateurs en particulier. Et les photos avaient ce... Enfin, moi, je l'analyse comme ça. C'était vraiment presque mythique. C'est-à-dire, pourquoi une photo dirait plus que... Ben, en réalité, si, parce que c'est vrai qu'on n'est jamais très sûr sur l'identité des gens, entre ce qu'ils disent et ce que c'est vraiment. La France a les Français n'ont aucun moyen, en fait. Enfin, très peu de moyens de vérifier. Il y a les noms de guerre, il y a les noms officiels. Alors, c'est vrai que la photo, c'est la photo. Mais à l'époque, on n'avait pas d'appareil photo dans les salles, on n'avait pas de photocopie. Donc, en gros, il aurait fallu les piquer, les photos. Donc, voilà. Ou alors... il aurait fallu être intéressé, et c'est pour ça qu'ils instruisaient en fonction de qui était le chercheur ou la chercheuse, parce qu'ils étaient extrêmement, pas inquiets, ils étaient extrêmement soupçonneux. Ils avaient toute personne d'origine algérienne qui venait consulter les archives à ce moment-là. Ah, vraiment. C'est quand même paradoxal, vu la position de l'État français à l'époque envers les victimes. On n'a pas ouvert les frontières, si j'ai bonne mémoire. Non, mais la question, enfin, les récits de violence sont terribles, hein, qui arrivent d'Algérie en 96-97, 95-97, les massacres énormes. C'est ça, en fait, que je me posais la question par rapport parler des exécutions sommaires qui sont donc interdites. Puis il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui ont des familles, enfin, qui sont français. Ils sont français, qui ont des noms algériens, et donc, enfin bref, les fantasmes à l'œuvre, c'est quelque chose, hein, c'est assez passionnant. C'est pour ça que je suis pas allé jusqu'au bout. Et les exécutions sommaires qui sont donc interdites, est-ce que c'est pas aussi la peur aussi de trouver justement des clichés qui seraient... C'était pas du tout des clichés de... C'était pas du tout des clichés de crimes de l'armée française, pour le dire vite. C'était des clichés d'identité. C'était juste des clichés d'identité. De gens qui n'étaient pas aux mains de l'armée française, c'était des identités qu'ils avaient pris eux. En fait, la pratique de la photographie est assez développée en Algérie à cette époque, et c'est totalement interdit par la LN et par le FLN. Quand vous arrivez au maquis, on brûle votre pièce d'identité, on vous donne un nom de guerre, etc. Bon, enfin, c'est un mouvement clandestin de base. Et donc évidemment, il est interdit d'avoir des photos de vos proches sur vous. Sauf qu'ils en ont tous, en fait. Enfin, ils sont nombreux à en avoir. Et donc il y en a pléthore dans les archives de l'armée française, des photos de combattants avec leurs copains, avec leurs enfants, etc. Donc c'était ce genre de photos-là. C'est-à-dire des photos d'identification, on aurait pu les identifier. Je pense que le souci était... Ce qui est intéressant là-dessus, c'est de faire le parallèle avec la résistance française. Où théoriquement ils étaient clandestins, où ils avaient un pseudonyme, où ils avaient etc. Et on trouve plein de photographies de, pas simplement 44. On en a de 43, et peut même en avoir de 42 pour les premiers noyaux, etc.
Ça, c'est des histoires parallèles qui sont Ah bah, intéressantes. les parallèles, il y en a plein. Il y en a plein. Les journaux de marche et d'opération, t'en as pour tous les maquis. Et alors qu'au départ, ils n'ont pas de culture militaire, mais ils l'obtiennent par... Ça, c'est assez fascinant. Enfin, pour le coup, pour les maquis françaises, c'est assez fascinant cette intégration progressive d'un habitus militaire. Alors, pour l'Algérie, il n'y a pas... Alors qu'ils pouvaient être antimilitaristes. Ouais. Oui, mais il y a aussi un enjeu vis-à-vis de la résistance. Voilà, on est d'accord. Oui, bien sûr. Il n'y a pas d'équivalent pour l'Algérie à ma connaissance, mais il y a une question d'accès à la langue aussi, de la capacité d'alphabétisation, concrètement des maquisards, qui n'est pas la même. Je regarde ce que j'avais comme consigne, ce qu'il fallait que je raconte d'autres. C'était important que tu rappelles quand même le contexte de la loi de 79, quoi. Parce que les recherches aujourd'hui, ça... Disons profitons-en parce que jusqu'à ce que ça dure, quoi. Parce que là, malheureusement, le vent est mauvais. Le vent est mauvais. Le vent est très mauvais. Ouais. Et peut-être dire quelques mots sur ce que la loi de 2008 a apporté pour la recherche et sur quoi on est en train de revenir justement sur les aspects. En fait, la loi de 2008 a été précédée par un rapport, tout d'un coup son nom m'échappe, un rapport c'est 2001, un rapport qui avait été demandé par Lionel Jospin qui visait en gros à faire un peu le point sur comment était la loi 79 et qui avait conclu sur la nécessité de réviser les délais d'accès. Vous savez ça? Oui, vous savez. Ouais, donc je ne reviens pas. Donc la principale avancée de la loi de 2008, c'est ça. C'est la réduction des délais. Et pour l'Algérie, c'était extrêmement important puisque la plupart des documents, ah oui, je sais ce que je vous ai pas dit, la plupart des documents qui, moi, me concernaient, mais je ne suis pas la seule, étaient des documents à 60 ans. C'est-à-dire des documents, secret défense, protection de la vie privée. En gros, c'est ça qui toujours bloque. Sauf si on travaille spécifiquement sur les questions médicales ou sur, ou sur les questions de justice, je vais y revenir. Mais, donc là, on était en 2008 et tout d'un coup, le délai de 2022 devenait 2012. Donc c'était absolument dément. C'est-à-dire qu'on le touchait du doigt, il était juste devant nous, comme ça. Et donc en fait, on a attendu 2012, moi je me souviens de Thésard notamment. On a attendu, plutôt que de demander les dérogations, d'attendre 6 mois, etc. On a attendu que 2012 arrive, que tout s'ouvre. Bon, mais en réalité, c'est pas exactement ça qui s'est passé, parce que les archivistes ont voulu aller vérifier quand même ce qui allait s'ouvrir. Moi, je me souviens, c'est à ce moment-là que je travaillais aux archives du MAE, du Quai d'Orsay, sur ces questions de prisonniers. Et donc, naïvement, je suis arrivée en 2012 en me disant, voilà, maintenant c'est bon. Et ils m'ont dit, non, en fait, revenez demain, revenez dans une semaine, dites-nous ce que vous voulez, et on vous dira si c'est vraiment, si la loi permet vraiment de les ouvrir. En fait. Alors, je ne sais pas si tous les centres d'archives ont fait ça, mais au MAE, ils l'ont fait, ça, j'en suis sûre. Ils ont bien vérifié qu'il n'y avait pas eu d'erreur dans l'étiquetage du délai, pour voir si on ne pouvait pas faire basculer certains documents à des délais supérieurs, en fait. Ou s'il n'était pas légitime de faire basculer des documents dans des délais supérieurs. Donc ça ne s'est pas ouvert automatiquement, en tout cas au Quai d'Orsay, ça ne s'est pas ouvert automatiquement du jour au lendemain, parce que c'était écrit 2022 et devenu 2012. Ils ont dû tout, ils ont tout regardé. J'espère qu'ils ne l'ont pas fait pour tout, parce que ça va être complètement fou, mais voilà. Non, il y a un fonds d'archives que je n'ai pas du tout pu voir pour ma thèse, qui n'était pas du tout ouvert et pas accessible, même par dérogation, qui était le fonds de la justice militaire. Et ça, c'est un grand manque, parce qu'une des questions que je me posais, c'était le caractère interdit d'un certain nombre de pratiques et illégal, notamment la torture, qui était en fait absolument centrale dans les pratiques répressives françaises, et qui était totalement interdite. Et donc, en toute logique, qui aurait dû être sanctionnée, disciplinairement, au moins disciplinairement. Or, j'avais des relevés de discipline dans les archives, j'avais des éléments qui me montraient qu'il n'y avait jamais de sanctions pour torture dans ce que je voyais. Les seules fois où je voyais des gens qui arrivaient au niveau supérieur où j'étais, c'est-à-dire que je n'avais pas les niveaux inférieurs, les petites sanctions disciplinaires, j'avais quand ça arrivait, que ça risquait le tribunal, il y avait des cas de militaires français qui s'étaient rendus responsables de morts sous la torture. Et là, il y avait des cas. Donc, il y avait mort sous la torture, il y avait torture avant.
mais c'était pas beaucoup, quoi. Donc ça aurait tout changé si j'avais pu aller voir les archives de la justice militaire et voir si concrètement, vraiment, en regardant les registres, il y avait des plaintes, enfin pas des plaintes, mais il y avait des poursuites, etc. Et ça, c'était absolument impossible. Donc ma thèse, il faudrait complètement la refaire aujourd'hui parce qu'elles sont accessibles désormais, ces archives. Et c'est une des grandes sources de renouvellement d'histoire de ces questions-là, pour la guerre d'Algérie en tout cas, c'est tout à fait sûr. Elles sont assez compliquées d'accès parce qu'il faut y accéder par dossier et par nom de l'affaire. Mais on peut arriver en travaillant à partir des registres, où on a le motif. Donc, avec la question que je me posais moi, s'il y avait eu comme motif quelque chose comme mort suspecte, ou peut-être torture, mais je pense jamais il y aurait eu écrit torture, mais voilà. Ou une autre question que je me suis posée aussi, et que j'ai traitée dans ma thèse, qui était les viols. Voilà, le viol, ça aurait certainement été écrit, puisque c'était un crime absolument interdit aussi à l'époque. Donc aujourd'hui, on pourrait reprendre le dossier de ce point de vue-là, avec ces archives-là, pour compléter. Parce que moi, ce que j'ai écrit, c'est que c'était une violence impunie, et que c'est ça qui explique son caractère massif, hein, c'est qu'elle était en fait, dans certaines unités, elle était légitimée par des officiers qui la légitimaient, qui la justifiaient. Elle a été justifiée au plus haut niveau de l'état-major, par ailleurs, par des textes qui ont été diffusés dans toute l'armée à certains moments de la guerre. Elle a aussi été interdite très explicitement et très pratiquement par certains officiers qui en ont rendu la pratique absolument impossible dans leur unité. Donc voilà, j'avais montré que c'était l'officier qui commandait en fait, sur le terrain qui était décisif pour comprendre qu'on la pratique ou qu'on la pratique pas, et non pas le droit global comme ça. Donc je serais contente de voir si c'est faux ou vrai, hein, si ce qu'on peut contredire hein, ce que j'ai dit. Et pour ça, il faudrait aller aux archives de la justice militaire, et si on me montre que... Mais bon, personne ne m'a jamais parlé de soldats sanctionnés pour avoir torturé. Au contraire, il y a un officier spécialisé là-dedans qui recrute des soldats sur la base du volontariat ou non. Enfin, voilà. Je n'y crois pas une seconde. Mais voilà, ça serait intéressant à voir quand même. Et pour les viols, on aurait peut-être des choses pour eux. Vous avez parlé des archives de la justice militaire. Et comme la justice militaire a été supprimée en France et passée à la justice civile, ouais. Est-ce que les archives sont passées au ministère de la Justice? Est-ce que les archives militaires sont... Ah non. Non. D'accord. Toujours pas. Non, non. Effectivement, à partir de 82, il n'y a plus de tribunaux permanents en forces armées en France. Mais non, non, c'est toujours... c'est la gendarmerie en fait. La gendarmerie, il me semble, qui gère la justice militaire, et c'est au Blanc, dans l'Indre, dans une caserne. D'accord. Après, les conditions de travail au Blanc sont assez particulières, puisque certains, vous connaissez, vous êtes déjà allé. C'est une caserne où il y a eu pendant très longtemps une seule place de consultation. Donc c'était assez compliqué d'y aller, parce que si quelqu'un d'autre y était avant vous, ben, voilà. Et puis comme aller au Blanc, c'était quand même un peu une expédition, à part quand on habitait tout près, les gens y allaient pour plusieurs jours quand même. Alors, on pouvait loger à la caserne, on pouvait loger à la ville à côté. Bref, et là ça s'est amélioré, je crois qu'il y a 3 places maintenant. Ben, on a triplement quand même. Oui. Je crois que c'est ça. Donc voilà, donc c'est pas super simple en fait de travailler sur ces archives. Après elles sont richissimes. Enfin, elles peuvent être richissimes. Vraiment. Moi j'ai un élève qui a travaillé sur la question des... Un ancien élève qui a travaillé sur la question qui s'appelle Pierre-Jean Le Foll-Lociani. La question des Juifs d'Algérie favorables au FLN, voire militants du FLN, et dont un certain nombre d'entre eux ont été inculpés, puisqu'ils étaient communistes aussi, souvent au départ, donc le Parti communiste était interdit, le FLN aussi évidemment. Bref, donc il y a des gros dossiers hein, sur eux, et une partie de sa thèse est basée sur ces archives, donc je vois bien qu'elles sont passionnantes. J'ai un autre élève qui a travaillé sur la discipline dans l'armée et qui aussi, grâce à ces archives, a pu montrer des choses, donc voilà. Je pense que voilà, quand on va pouvoir faire de plus en plus de travaux dessus, il faudrait quand même que les conditions d'accueil au Blanc s'améliorent, parce que c'est pas facile, quoi, une place ou deux. Mais voilà. De même à Pau, Pau, c'est là où on peut aller pour voir les états de enfin, les dossiers personnels des soldats, en fait, qui sont tous là-bas. Les officiers sont à Vincennes, mais les soldats sont à Pau. Et Pau, c'est pas du tout un centre d'archives au départ, c'est un centre d'archivage, je sais pas comment est-ce qu'on dit, là où l'armée garde tous ses dossiers, mais c'est surtout pour les pensions, pour les droits, etc.
Moi, quand j'y suis allée, je cherchais des prisonniers, je cherchais tous les prisonniers là, du FLN. En fait, je voulais croiser tous les gens que j'avais vus en entretien avec leur dossier militaire. Alors, ce qui n'était pas simple, parce qu'en fait, comme ce sont des dossiers personnels, il fallait leur accord, ou il fallait... Bref, mais bon, finalement, j'ai pu avoir accès à ces dossiers, parce que, en fait, j'ai eu accès à ces dossiers parce que l'archiviste en question n'était pas vraiment une archiviste, en fait. Enfin, je ne sais pas comment dire. Si, c'était une archiviste, mais elle n'avait pas du tout d'habitude de contact avec les chercheurs. Elle était une archiviste, au sens où elle avait l'habitude de transmettre à l'administration des pièces. Mais la question de est-ce qu'elle pouvait me donner accès à des dossiers de gens morts, elle ne savait pas bien. Les gens vivants, je disais, je les ai vus, ils sont d'accord, donc ils pouvaient me donner leur accord, mais pas tous. Enfin, donc elle m'a donné, on a fait une espèce de, comment est-ce qu'on dit, hein, coupe mal taillée, hein, ou pareil, là, on a négocié sur le chiffre, hein, parce que je voulais en voir, je ne sais plus combien, une trentaine, elle m'en a donné 15, enfin bref. Et là c'est pareil, j'arrive à Pau, il n'y avait pas de salle, c'était dans son bureau, dans le bureau de l'archiviste. Elle avait sorti les dossiers, mais elle ne voulait pas que je les regarde quand elle n'était pas là. Il n'y avait rien de secret, hein, c'était... Enfin, peu importe. Okay. Mais en revanche, elle les avait tous sortis. Ce qui fait que le risque de mélanger un papier, enfin bon, vous connaissez ça, donc... Et depuis, ça a changé. J'ai l'impression à chaque fois que je suis un brontosaure. Depuis, ça a changé. Mais là, on parle d'il y a quelques années. Hein. Ils ont une salle... Enfin, en fait, pour dire la vérité, quand j'y étais, ils étaient en train de construire leur salle d'accueil des lecteurs. Donc c'était vraiment une période de transition, on devait être en 2013 peut-être, 12. Donc maintenant il y a une salle d'accueil des lecteurs, il y a une vraie salle, et donc il y a quelqu'un qui... Parce que la pauvre, elle était à la fois... dès qu'elle partait en chercher des choses, il fallait que je sorte de son bureau. Parce qu'elle ne voulait pas me laisser seule avec les documents. Donc elle devait à la fois me surveiller et puis faire son boulot. Donc c'était un peu compliqué. Donc maintenant je pense qu'ils ont quelqu'un qui surveille, qui est dans la salle, et puis qui conseille, et puis qui fait un travail... contact avec les lecteurs, bien sûr, et puis il y a quelqu'un qui... Je suppose qu'ils ont embauché quelqu'un, j'espère. Ou ils font un mi-temps, je sais pas. Enfin bref, donc c'est un peu mieux à Pau maintenant. Ça reste toujours à Pau. C'est pas très simple. Mais Alors, les archives de la guerre d'Algérie font aussi l'objet régulièrement d'annonces politiques. Ah oui, j'ai pas répondu sur voilà. les limites des archives de la voilà. 2005. Du coup, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de comment ces annonces finalement se traduisent dans le quotidien du travail du chercheur? Voilà, et puis pour revenir aussi sur la loi de 2008, ouais. Voilà, une loi qui se voulait libérale aussi, voilà, quels ont été peut-être certains aspects négatifs, vous nous en reparlerez, puis les prolongements actuels, voilà, aussi toujours dans la poursuite des discours politiques, autour par exemple, on se souvient tous de la grande annonce de la communication des archives autour de ce militant communiste, Maurice Audin, etc. Oui, d'accord. C'est en ligne sur le site des archives nationales. Voilà. Donc, entre annonce politique et réalité d'ouverture et capacité de travail, voilà, est-ce que vous pouvez nous livrer votre expérience? Alors, sur la loi de 2008, vous en avez sans doute déjà parlé, vous l'avez certainement regardé de près. C'est globalement une loi qu'on peut considérer libérale et une avancée hein, par rapport à la loi de 1919, sauf sur la création des archives incommunicables. Donc ça, j'enfonce une porte ouverte, j'espère, mais c'est tellement un scandale démocratique que bref. Bon. La déclaration du président Macron. C'est assez passionnant cette histoire, parce qu'en fait, elle remonte à assez loin, puisque c'est l'histoire de Maurice Audin, de sa disparition après une séance de torture dans les mains des parachutistes français, la version officielle étant qu'il s'est évadé, et la version soutenue par des militants qui documentent plus largement l'action de l'armée française, c'est qu'il a été éliminé. Et c'est cette version que la famille partage, puisqu'elle ne l'a jamais vu réapparaître, ni en 57, ni en 58, ni en 60. Or, quand il est parti, il avait un petit bébé de 6 mois et 2 autres enfants. Et sa veuve, donc, qui se considère comme sa veuve, mais il a fallu du temps pour qu'elle soit reconnue comme veuve, comme toujours dans le cas des disparitions, puisqu'il est considéré comme évadé, donc disparu, et il faut des années avant que l'État prenne une décision de considérer qu'il s'agit qu'on peut considérer qu'il est mort. Bref, sa veuve n'a pas cessé de réclamer la vérité. Et donc elle a absolument été une empêcheuse de tourner en rond d'un certain nombre de gouvernements, et
elle a été soutenue par le Parti communiste, dont elle était membre, le Parti communiste algérien puis le Parti communiste français. Et donc il y a la mouvance communiste qui a pris ce cas en défense pendant très longtemps, mais pas uniquement. Et puis, avec l'arrivée au pouvoir de François Hollande, elle a réussi à avoir une écoute du président de la République. Elle demandait tout simplement la vérité sur l'histoire de mon mari. La vérité sur la mort de Maurice Audin. C'est pas une historienne, hein. Et donc elle pensait qu'il y avait la vérité, quelque part. Et elle pensait que c'était dans les archives. Et je suis un peu longue là sur la... Et donc elle arrive à convaincre la présidence de la République qu'il faut lui montrer les archives. Et donc François Hollande promet qu'il va lui montrer les archives. Enfin, qu'il va faire en sorte qu'on lui montre les archives. Donc il se renseigne, il demande à ses services, enfin au service de l'État, etc. Et donc à un moment, Josette Audin est convoquée, enfin on lui propose de venir, je ne sais plus très bien où d'ailleurs elle va, et on lui a apporté des documents. En lui disant, voilà, c'est tout ce qu'on a trouvé, on a ratissé, et c'est tout ce qu'on a trouvé. C'est ce qu'on a trouvé sur votre mari. C'est la vérité sur votre mari. Et évidemment, il n'y avait rien. Voilà. Enfin, évidemment, je ne devrais pas dire ça comme ça. Il n'y avait pas ce qu'elle attendait, en tout cas. Il n'y avait pas ce qu'elle attendait, c'est-à-dire comment est mort mon mari, où il est enterré, et éventuellement qui l'a tué. Voilà. Il n'y avait aucune des réponses à ces trois questions qu'elle se posait. Il y avait d'autres choses. Il y avait d'autres choses. L'arrestation, les différentes suites qui ont donné lieu à... qui ont été liées au fait qu'elle protestait, la manière dont l'armée a répondu pendant la guerre, il y avait des choses, mais c'est pas ça qu'elle voulait. Et elle a été accompagnée, elle a demandé à être accompagnée par Sylvie Thénault, l'historienne Sylvie Thénault, qui avait travaillé sur la justice pendant la guerre, et dont elle était proche, ou dont elle s'est rapprochée à ce moment-là, pour qu'elle vienne avec elle pour lire les archives, parce qu'elle avait quand même suffisamment conscience qu'il fallait décrypter des archives. Donc, Sylvie Thénault, elle a fait ce travail-là d'accompagner Josette Audin et de lui expliquer ce qu'il y avait dans les archives. Et de constater avec elle qu'il n'y avait pas la réponse à ces questions. Donc on en était là. On en était là après François Hollande, il ne s'est rien passé. Et puis, avec l'arrivée au pouvoir de Emmanuel Macron, la question a rejailli. C'est-à-dire que Josette Audin, en fait, j'ai dit qu'elle demandait la vérité sur la mort de son mari, elle demandait aussi la fin du mensonge officiel. Le mensonge officiel, c'est qu'il s'est évadé. Donc elle demandait la reconnaissance par l'État de ce qui est maintenant acquis par les historiens, convaincus par la démonstration de Pierre Vidal-Naquet, même si ce n'est pas dans tous les aspects de cette démonstration, qu'il a été assassiné. Et donc elle demandait la reconnaissance de cette vérité-là, même si elle n'était pas prouvée par les archives. Et donc le président Macron, étant très proche de Cédric Villani, mathématicien, non mais je le développe parce que je trouve ça assez fascinant. En fait, il y a le réseau des communistes et il y a le réseau des mathématiciens. Maurice Audin est en train de faire sa thèse de mathématiques quand il a été assassiné. La communauté des mathématiciens a organisé sa soutenance de thèse en son absence, qui a été un événement public à Paris. Il l'a organisé à Paris. C'était un événement politique, évidemment, mais c'était aussi un événement scientifique, parce que quelqu'un il avait presque fini sa thèse. Donc quelqu'un a joué le rôle de Maurice Audin, sauf qu'il a été dit publiquement qu'il n'était pas à la soutenance. Et donc les mathématiciens, parce que aussi les mathématiciens, et notamment parmi eux Laurent Schwartz, qui était professeur à l'école polytechnique, Laurent Schwartz était très engagé contre la guerre d'Algérie, il a même été révoqué de son poste à l'école polytechnique pour son engagement politique. Et c'était un très grand mathématicien. Donc les mathématiciens ont maintenu vivante la mémoire de Maurice Audin dans le monde entier. Ce qui fait que Maurice Audin est un des noms que connaissent les mathématiciens, ce qui est assez sidérant. Bref. Et donc Cédric Villani, dans le milieu des mathématiciens, notamment, connaissait cette histoire, aussi parce que la fille de Maurice et de Josette Audin, Michèle Audin, est mathématicienne. Donc voilà. Donc pour toutes ces raisons, cet homme-là était sensibilisé au cas de l'affaire, et de la famille plutôt, Audin.
Et donc, il a pu en parler à Emmanuel Macron, qui a regardé le dossier et qui a visiblement décidé de prolonger la démarche de François Hollande et d'aller plus loin. Et donc, il a pris beaucoup de temps, la présidente de la République a pris beaucoup de temps pour expertiser de nouveau le dossier et finalement aboutir à la déclaration du président Macron. La déclaration du président Macron, c'est la reconnaissance du mensonge, c'est l'affirmation d'une vérité politique qui est que Maurice Audin a été assassiné par des militaires français et que cet assassinat n'est pas une erreur, mais dans le cadre d'un système répressif global où ce genre d'actes se pratiquait. Donc il a fait une déclaration qui dépasse le cas Audin pour ce qui concerne la reconnaissance des crimes de l'armée française, et il a ajouté à cette déclaration quelque chose que personne ne lui demandait, et certainement pas la famille Audin. Il a ajouté un élément sur les archives. Dans le texte de la déclaration, vous pourrez aller le voir, il préconise l'ouverture de toutes les archives sur les disparus. Moi, je trouvais ça complètement bizarre. Sachant qu'il n'y a aucune archive sur les disparus. Enfin, il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas de carton simple à ouvrir. À la limite, Audin. Il y avait des dossiers Audin. Parce qu'Audin, ça avait été une affaire. Donc il y avait eu des choses faites sur Audin. Il n'y a pas du tout l'équivalent d'Audin pour tous les disparus de la guerre d'Algérie. Et en fait, l'Élysée, qui avait pourtant pris conseil auprès des archivistes, des archives nationales, de la défense, etc., n'avait pas bien compris qu'il n'y avait pas les dossiers sur tous les disparus. Bon, bref. Ils ont quand même pris cette décision, qui après est arrivée dans les pattes des archivistes. Débrouillez-vous. Et donc là, en ce moment, ils sont en train d'essayer de se débrouiller. Donc ils sont en train d'essayer de produire quelque chose qui va permettre que cette décision présidentielle aboutisse. Mais ça va être très très compliqué puisqu'en fait c'est un raisonnement thématique, les disparitions ou les disparus. Il y a plein de manières de disparaître pendant la guerre d'Algérie, de plein de manières différentes. On peut disparaître dans les mains du FLN, on peut disparaître parce qu'on a été enlevé par l'OAS, on peut disparaître parce qu'on a fui la guerre en Tunisie et qu'on n'est jamais revenu. Voilà. On peut disparaître parce qu'on a été exécuté sommairement, jeté au fond d'un puits. Voilà. On peut disparaître de plein de manières. Enfin, de plein de manières, encore une fois. Et on n'a pas toujours été déclaré disparu par sa famille. On n'a quasiment jamais fait d'enquête sur votre disparition parce que c'est la guerre et qu'on a autre chose à faire ou parce qu'on sait qu'on n'a pas d'infos, etc. Donc en fait, là, je pense que les archivistes sont en train de se casser la tête sur comment pouvoir produire quelque chose qui réponde à la commande de la déclaration présidentielle sans ouvrir l'ensemble des archives de la guerre d'Algérie. Parce que, évidemment, ça serait ça la solution. C'est évidemment ça qu'on leur avait suggéré. Bien sûr. Parce que là, si on ouvre tout, on peut aller chercher les disparus, enfin, on peut aller chercher des aiguilles dans une botte de foin. Il se trouve que moi, pour les prisonniers du FLN, c'est ce que j'ai fait, chercher un par un les prisonniers, les 400 militaires prisonniers, un par un dans les archives. Et les militaires, ils étaient plutôt faciles à trouver par rapport aux civils. J'ai pas réussi, il y en a 500 qui sont quasiment invisibles dans les archives. Je sais que c'est hyper compliqué. C'est vraiment des petites aiguilles. Mais pour ça, c'est pas des dossiers disparus, c'est des dossiers à droite, à gauche. C'est un JMO, par exemple. Dans un JMO, vous avez des gens qui disparaissent. Est-ce qu'ils vont considérer que c'est une archive de disparus? J'en suis pas du tout sûre. Donc voilà, donc c'est passionnant, intellectuellement absolument passionnant ce qui se passe en ce moment. Parce qu'il se trouve que j'ai la chance d'y être un peu associée, de voir comment ils pensent les choses. Un peu compliqué, voilà. C'est un peu compliqué parce que les archivistes, de ce que je comprends, sont tendus entre l'ordre, enfin la déclaration présidentielle qui vient de très très haut, les services d'archives qui n'ont pas tous la même envie, pas tous les mêmes moyens non plus, je pense, et puis leur tension interne. Hein, c'est-à-dire que vous savez très bien, la défense et les affaires étrangères et la préfecture de police de Paris sont trois endroits qui sont concernés par la question des disparus, par exemple, mais qui ne dépendent pas exactement, enfin qui n'obéissent pas complètement, enfin qui ont une relation complexe avec le SIAF, avec le service interministériel des archives. Donc, mais l'idée, c'était pas de répliquer ce qui s'était passé non. quelques années auparavant sur la Seconde Guerre mondiale.
Non, c'est une question. Le rêve, ça aurait été une dérogation générale. Non. Enfin, la question a été posée. Eh oui. Bien sûr, la question a été posée, la réponse aussi a été faite. Après, ceci dit, pour la question de la dérogation générale pour la Seconde Guerre mondiale, mais je suppose que vous avez travaillé sur ça, notamment avec l'article de Maurice Reyes que je vous ai envoyé. Même ces archives-là, soi-disant ouvertes, elles sont en train d'être fermées. Donc, sur des je sais fondements même plus sur quoi compter. Mais bien sûr que si, la question a été posée. Et je pense qu'en fait, ça pourrait être un des effets de cette déclaration, un des effets, à mon avis, pas du tout pensé par les services de la présidence de la République, qui est que on va quand même peut-être leur faire comprendre que ça n'a pas beaucoup de sens, cette affaire. Mais en même temps, le boulot va être fait. Et le guide va sortir, et il va y avoir un truc qui va s'appeler Archives sur les disparus, elles sont ouvertes. Mais en fait, ça ne sera pas ça. Enfin, il faut le savoir, ça ne sera pas ça. Pas complètement, parce que c'est pas possible. Et le coup d'après, ça devrait être, pour que ce soit vraiment possible, il faudrait que, mais enfin, à ce moment-là, on aura fini le quinquennat, et déjà là, la présidence de la République, c'est plus les mêmes personnes, enfin, et donc déjà les choses ont changé, en fait. Donc, là aussi, c'est très politique. Il n'y a pas qu'en Algérie que les choses bougent et sont soumises à ce genre de choses. Mais derrière toutes ces difficultés, enfin, je ne sais pas, moi, c'est une question que je me pose, y a-t-il pas aussi une croyance dans l'archive magique? Parce que finalement, on ne trouve pas tout dans les archives. Croyance de qui? De l'État? De l'État, et parfois aussi des chercheurs. Dans le cas de Maurice Audin, par exemple, comment peut-on imaginer qu'une exécution extrajudiciaire ait pu produire des archives officielles appelées à être versées? C'est là aussi où, à un moment donné, bon, je me souviens d'avoir lu, je pense comme beaucoup de monde avec des gants, l'ouvrage du général Osarès, où il parle de son fameux carnet avec ses 3 feuillets, où il marquait voilà, des exécutions, quand, qui, à quel moment, par quel moyen, il gardait un feuillet était envoyé au général Massu, un autre feuillet était envoyé à la présidence de enfin, au ministère des Armées, je crois bien. Et bon, bizarrement, ce carnet a été détruit à la fin des années 90 par ses soins. Comme à chaque fois avec le général Osarès, il faut prendre ces déclarations avec beaucoup de prudence. Mais en tout cas, ce que l'anecdote relève aussi, c'est que tout, finalement, n'est pas contenu dans les archives. Ah non, mais je ne pensais pas que je devais réabonder dans ce sens. Mais oui, alors on est bien d'accord. Mais ceci dit, la naïveté des gens lambda qui n'y connaissent rien, je pense qu'on peut bien la comprendre. Et d'ailleurs, sur ce guide des disparus qui est en train de se préparer, les quelques historiens qui y sont associés, nous on plaide beaucoup pour que ce soit très clairement dit, que les gens ne rêvent pas et qu'ils se rendent compte que ça va être extrêmement compliqué d'avoir un bout d'information. Et pour moi, j'essaie d'expliquer aussi, enfin, de raconter ce que j'ai vu pour les prisonniers du FLN, que j'ai encore une fois essayé de pister, parce que on les voit, les militaires, on les voit quand ils sont enlevés. Puis après, ils disparaissent. Mais parfois, l'armée cherche des informations sur eux. Et c'est fascinant. La même personne se trouve être à Tunis, au Maroc, avoir été croisée dans un village en Kabylie, être passée du côté de la LN. Enfin, les informations qui sont dans les archives, elles disent absolument tout et n'importe quoi. Alors, elles sont cotées, les renseignements sont cotés. Donc, mais il faut la connaître, la grille de cotation. Elle n'est pas fournie avec l'archive. Donc, et moi, j'ai même discuté avec des personnes en poste à l'université qui, ignorant ces cotations, disent n'importe quoi, en fait. Disent totalement n'importe quoi. Donc, il faut minimum, bien sûr qu'il faut guider les gens dans les archives. Donc ça, évidemment, il n'y a pas les vérités dans les archives. Mais il n'y a pas que les citoyens. La déclaration dont je vous parle, qui a été conçue par les services de la présidence de la République, est remplie de naïveté. Et de naïveté qui était partagée. Mais parce que ce ne sont pas les historiens qui font ce genre de texte. Alors, ils consultent les archivistes, et c'est heureux, et heureusement. Mais les archivistes eux-mêmes, ils n'ont pas forcément travaillé sur ce sujet. Et donc, en fait, il y avait vraiment, enfin bon, bref, il y avait vraiment des choses qui étaient absurdes, quoi, qui ne correspondaient pas à ce qu'il y avait, en fait. Et effectivement, il y a cette idée, et c'est pour ça que cette déclaration, elle est... Enfin, moi, j'étais vraiment pas du tout... un peu inquiète, quoi, parce que, voilà, elle laisse encore une fois penser qu'il y aurait la vérité dans les archives. Mais bien sûr que sans les archives, il n'y a pas non plus d'accès à la vérité.
Donc on ne peut pas non plus dire, voilà, donc il faut vraiment une pédagogie de l'archive, ça c'est sûr. Si on reprend, on reprend l'exemple de la Seconde Guerre mondiale, si on reprend les archives des brigades spéciales, si on reprend les archives de la série Z4, si on reprend les archives de toute filature, ou lorsqu'il y a eu une enquête à la suite, puisque maintenant elles sont ouvertes toutes ces archives-là, d'atteinte aux biens ou aux personnes, puisque ça a été fait, mais les archives d'enquête d'époque emmenaient sur plein de pistes et ne donnaient pas forcément la bonne solution. Et on n'a su que 4, 5 ans, ou 10 ans, ou 15 ans, ou jamais, ce qui s'était réellement passé. Et alors en même temps, c'est l'instruction policière qui amène à quelque chose et qui ouvre toutes les pistes. Alors oui, on a des photos, oui, on a des éléments, mais on n'a pas forcément les réponses. Et ça, c'est aussi la même chose pendant la guerre d'Algérie. Je pense que vraiment sur chaque conflit, on aurait mais globalement, des enjeux. C'est une nécessité de contextualisation, d'analyse de la production de la source. Voilà. Mais moi, ça m'interroge plus largement sur le statut de l'histoire dans notre société, c'est-à-dire tous ces gens qui nous racontent des choses et qui parlent du passé. Est-ce qu'ils font de l'histoire? Enfin, c'est la mémoire. Non, mais ils font de la fiction. Enfin, ils parlent du passé. Mais faire de l'histoire scientifique, c'est la faire avec une méthode. Et je trouve qu'il y a le succès de l'appétit des Français pour l'histoire, dont on peut se féliciter, tant mieux. Ça donne quand même des choses. Je trouve que avoir un discours scientifique en expliquant que l'histoire c'est une discipline avec une méthode, etc. Pour le faire, comme toi sans doute, souvent devant des publics qui ne s'y attendent pas, c'est compliqué. Je trouve que c'est compliqué d'expliquer ça. Parce qu'il y a quand même toujours cette idée qu'on nous cache tout, on nous dit rien, tout est dedans, il suffit d'eux. Et ça, on a l'air de défendre un temple, je ne sais pas bien lequel, de la science. Il y a des fois aussi des choses qui sont mal classées, il y a aussi des choses bizarres. Là, il n'y a pas longtemps, en travaillant sur Rino Della Negra, donc un des jeunes du groupe Manoukian, on a retrouvé au SHD le procès, une page avec qui étaient les juges, qui étaient les avocats commis d'office, et rajouté à la main sur cette feuille, je peux te la montrer, la numériser, puisque quand même, quand on va à Paris pour nous de province, on est bien obligé de photographier, eh bien, tu as le J de rajouter à la main sur tous les juifs. Ils sont communistes, juifs, et en plus, etc. Et donc, voilà, bon, ça sortira, mais c'était un hasard. C'était un hasard. C'est tout simplement parce qu'il y a des fonds qui maintenant ont été déclassifiés de fait, enfin, qu'on peut véritablement accessible et tout, et qui font que, en regardant dedans et en reprenant tout le dossier, et c'est quoi cette page? Et c'est pas du tout ce qu'on nous dit depuis longtemps, ça a disparu, ça n'existe pas. Et donc tu refais une prosopographie sur qui étaient ces juges. Ils meurent en 1974 en Allemagne, passés à travers les griffes, ils n'étaient pas du tout de la SS, ils n'étaient pas du tout juste. Si, mais sauf que non, voilà. Et ça c'est... Non mais alors, qu'il y a des choses qu'on n'a pas vues dans les archives, qu'il puisse y avoir des choses cachées dans les archives. Voilà, évidemment que ça peut être aussi vrai. Mais c'est pour ça que moi je plaide pour des inventaires, des inventaires en ligne, accessibles pour tous. Voilà. Et avec quel degré de précision? À la pièce le maximum. Le maximum. Elle plaide aussi pour l'embauche de massif d'archivistes. Mais bien sûr, mais voilà. Mais bien sûr, et je sais bien que c'est pas dans l'air du temps, et je sais bien que, mais en même temps, puisqu'on nous... Là, il y a un débat européen, et qui nous vient de l'Europe du Nord, sur la transparence, sur tous les enjeux, et qu'on peut comprendre. Et moi, je veux bien qu'on aille dans cette logique-là, mais qu'on s'en donne les moyens, que ce ne soit pas de l'hypocrisie, plein de choses. Non, puis d'autant plus, là, en fait, ce qui est en train de se passer, et qui est assez grave, en fait, sur la question du secret défense, c'est que comme il y a un retour en arrière colossal depuis, je vais dire des bêtises, mais je vous renvoie au texte qui vient de paraître dans 20 et 21, de Maurice Weiss, qui, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire cet article, mais vraiment je vous le conseille, parce que, lisez-le, parce que Maurice Weiss, c'est quand même le plus grand historien de l'histoire diplomatique française, hein. Il a édité toute la série de documents diplomatiques, donc voilà. Donc c'est un historien extrêmement bien introduit au Quai d'Orsay, on ne peut pas mieux faire. Et l'ONU charge des historiens du monde entier d'une enquête sur l'assassinat d'un de ses secrétaires généraux en 1960.
Et donc Maurice Weiss est l'historien français qui doit enquêter, savoir si on sait des choses sur cet assassinat. Donc il est mandaté par l'ONU. Non, c'était pas un accident d'avion. Il est mandaté par l'ONU, il doit, etc., etc. Et en fait, on lui refuse ces documents. C'est-à-dire que la France se ridiculise à l'international par ailleurs, c'est un autre problème, mais c'est quand même fou. Parce que lui, il va dire eh ben non, j'ai pas eu le droit. Pas eu le droit. Alors pourquoi il n'a pas eu le droit? Parce qu'effectivement, on a rédit complètement, enfin, à mon sens, parce que je le suis de manière complètement aberrante, l'interprétation du secret défense en revenant sur des documents très anciens, y compris de la Deuxième Guerre mondiale, où tout ce qui est estampillé secret défense est maintenant considéré comme relevant du secret défense. Alors que juste ce que c'est qu'un contexte, en fait, ça serait utile. Le contexte fait qu'il y a des choses qui sont secret défense en 1943 qui peuvent ne plus l'être aujourd'hui. Donc ça paraît complètement aberrant. Moi, je trouve que quand on raconte cette histoire, on a l'impression qu'on se moque du monde. Donc résultat, les archivistes en ce moment, ils sont occupés à ça. Ils sont occupés à aller vérifier tous les documents et les estampiller secret défense et éventuellement les communiquer en les mettant sous enveloppe. Je ne sais pas si vous êtes déjà aux Archives nationales récemment. L'Archive nationale, on vous donne des documents, on vous donne des cartons, on vous les donne. On ne vous dit pas non parce que dedans il y a des documents secret défense, on vous les donne. Mais on a mis à part dans une enveloppe ouverte qu'on vous communique, sur laquelle il y a tamponné. Si vous ouvrez cette enveloppe, vous êtes susceptible d'une amende, je ne sais pas quoi, vous êtes exposé à et vous êtes passible de, etc. Donc il y a des trucs, je trouve que c'est très pervers quand même. Hein. Donc les gens sont là avec un document sensible qui fait comme ça qu'on n'a pas le droit d'ouvrir. Et voilà, concrètement, en ce moment, des gens travaillent à ça toute la journée, à tamponner des documents qui sont d'un caractère brûlant largement discutable quand même. Donc, l'instruction interministérielle pour avoir travaillé dessus est très claire, c'est-à-dire que le secret défense s'applique, quelle que soit la notion de durée et quelle que soit la pertinence du contenu. C'est-à-dire à partir du moment où il y a un tampon secret défense et qu'il n'y a pas une déclassification. Donc, de l'intérêt de former les hauts fonctionnaires à l'histoire. Oui. Parce que là, vraiment, c'est assez. Il faudrait inventer un autre mot que secret défense. Sur l'aspect politique, au final, de la déclaration du président de la République, parce qu'au final, est-ce que la conséquence première de ce genre de déclaration politique, c'est pas obligatoirement créer de la frustration? Parce qu'au final, les professionnels de l'archive savent très bien qu'il n'y aura pas l'archive magique et que nécessairement on va se retrouver à un moment à devoir proposer à la population, comme réponse officielle portant le sceau de l'officialité de l'État, un document dans lequel les gens vont se dire en fait, je pense que s'il s'en était tenu à une déclaration sur Odin et à la déclaration qu'il a voulu supérieure à Odin, qui fait que pour moi cette déclaration est une déclaration politique extrêmement importante, c'est la première reconnaissance par l'État français du caractère massif de la torture en Algérie. Donc ça, il est allé bien au-delà de la demande de la veuve. Il aurait pu s'arrêter là, c'est-à-dire avoir une déclaration politique. Il a ajouté, il y a 3 points dans la déclaration, il a ajouté ce truc sur les archives, à mon avis, de manière un peu précipitée, en fait, et sans forcément mesurer. Donc forcément, non mais je vous suis complètement, forcément, il s'expose, en fait, il s'est exposé sans trop s'en rendre compte. Hein.